Il y a des gens qui passent leur vie entière à attendre que le destin frappe à leur porte. Et il y a ceux qui reçoivent le destin en uniforme, avec une tablette à la main et une notification d'amende impayée. Parfois, la vie choisit les chemins les plus improbables pour réunir deux personnes qui n'auraient jamais dû se séparer. Et quand cela arrive, il n'y a pas de feu rouge, pas de panneau stop, rien au monde qui puisse retenir ce qui est resté enfoui pendant 10 ans, attendant d'être enfin dit. Avant de commencer cette histoire, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir de nouvelles vidéos chaque jour. Laissez un j'aime pour nous aider à continuer de vous proposer ces récits qui touchent au cœur. Et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Parce que cette histoire commence à Paris, mais elle va résonner dans le cœur de beaucoup de monde ailleurs. La chaleur ce matin-là était du genre à ne pas demander la permission. Elle vous frappait de plein fouet, se glissait sous le col de l'uniforme, pesait sur les épaules comme si la ville elle-même testait la patience de ceux qui avaient le courage de travailler dans ces rues. Agathe Olivier connaissait cette chaleur par cœur. Elle connaissait l'odeur de l'asphalte brûlant, le bourdonnement sourd des voitures coincées sur les boulevards en contrebas, la sensation que son uniforme bleu marine avait été taillé 2 tailles au-dessus de la chaleur tolérable. Mais elle était là, comme chaque jour, parce que c'était là qu'elle devait être. Elle avait 33 ans, des cheveux bouclés attachés en un chignon qui résistait au vent et à la sueur avec la même ténacité qu'elle avait apprise dès l'enfance, dans les quartiers populaires de la banlieue Est, là où grandir était un art qui se pratiquait dans l'improvisation. La fille de Madame Thérèse n'avait rien appris à moitié. Elle avait appris à conduire sur une vieille camionnette prêtée par un voisin, à étudier sur des photocopies posées sur la table de la cuisine et à devenir gardien de la paix dans une académie qui ne faisait de concessions à personne. Ce qu'elle n'avait pas en nom de famille ou en compte bancaire, elle l'avait construit brique par brique, avec un honneur qui ne pliait devant aucun privilège. Ce matin-là, le brigadier-chef Girard avait jeté sur son bureau un papier avec une adresse dans le 16e arrondissement et l'expression de celui qui refile un problème dont il ne veut pas s'occuper. 3 notifications restées sans réponse et une taxe sur les véhicules de luxe impayés. Une Lamborghini rouge. Le propriétaire n'a réagi à aucun des 3 avis envoyés par le système. Girard avait l'habitude de parler en regardant ailleurs, comme si le sujet ne le concernait pas. Vas-y, c'est la procédure. Elle prit le papier sans commentaire. La procédure restait la procédure, peu importe l'adresse. Le quartier d'Auteuil était une autre planète. Elle le savait avant même d'y entrer, mais chaque jour, en franchissant cette frontière invisible entre les mondes de la capitale, le contraste lui causait un nouveau choc. Les rues devenaient plus larges, les trottoirs plus propres, les arbres plus hauts, comme si même la nature avait été embauchée pour maintenir le standing. Les portails gagnaient en hauteur dans la même proportion, où les regards des agents de sécurité devenaient plus scrutateurs. Elle gara la patrouilleuse avec sa précision habituelle, descendit sa tablette à la main, ajusta son ceinturon d'un geste automatique et se dirigea vers l'interphone. Le portail était en fer forgé, assez haut pour que n'importe qui ressente la différence d'échelle. Derrière lui, un jardin qui semblait avoir été dessiné par quelqu'un avec beaucoup d'argent et beaucoup de temps libre s'ouvrait sur des allées de buis taillées avec une symétrie chirurgicale. Au centre, une fontaine en marbre blanc déversait de l'eau dans une vasque qui reflétait le soleil avec une arrogance qu'Agathe jugea disproportionnée pour une simple fontaine. Un chemin de gravier clair menait à une porte principale en chêne sombre, haute, solide, du genre qui ne s'ouvre pas au premier venu. Elle appuya sur l'interphone. Personne ne répondit. Elle appuya de nouveau, avec la patience calculée de celle qui avait déjà attendu devant des portails de ce genre, plus de fois qu'elle ne pouvait en compter. Le soleil continuait de taper implacablement dans son dos. Elle consulta sa tablette, relut les données de la notification, confirma l'adresse et appuya une 3e fois le pouce plus ferme. 5 minutes. Dans 5 minutes, s'il n'y avait pas de réponse, elle remplirait le protocole et laisserait l'avis fixé au portail. Elle avait d'autres adresses sur sa liste. La ville ne s'arrêtait pas pour une Lamborghini. Mais la porte s'ouvrit avant les 5 minutes. Elle regardait sa tablette quand elle entendit le bruit des pas descendant les marches de pierre. Elle leva les yeux, avec son geste professionnel habituel, préparant déjà sa phrase d'ouverture, le nom, le numéro de dossier, la procédure standard qu'elle avait répétée des centaines de fois, sans jamais avoir besoin de réfléchir aux mots. Et l'air quitta ses poumons, comme si quelqu'un lui avait broyé la poitrine de l'intérieur. L'homme descendait les marches lentement. Pas avec l'arrogance pressée de ceux qui pensent avoir des choses plus importantes à faire, mais avec une lenteur différente, comme quelqu'un qui a besoin d'une seconde pour organiser ce qu'il ressent avant de continuer à avancer.
Il avait environ 35 ans, des cheveux châtains légèrement décoiffés, une chemise en lin bleu dont les manches étaient retroussées jusqu'au coude. Ses yeux noisettes, ses yeux qu'elle connaissait d'un endroit si profond de sa mémoire que cela faisait mal de les localiser, ne quittèrent pas son visage une seule seconde. Agathe ne bougea pas. Pendant un instant qui dura bien plus longtemps qu'un instant, aucun des deux ne put faire autre chose que de rester figé. La fontaine de marbre continuait de couler avec la même indifférence. La chaleur continuait de peser, et elle restait là, debout devant la grille en fer forgé, sa tablette à la main et le cœur battant à un rythme qui ne figurait dans aucun manuel de procédure. Ce fut elle qui bougea la première, parce que c'était ce qu'elle faisait. Elle avançait. « Bonjour ». Sa voix sortit sur le ton juste, ferme, poli, impersonnel. « Je suis l'agent Olivier du service de la circulation. Je viens au sujet du véhicule Lamborghini immatriculé. » Elle consulta sa tablette et cita la plaque sans trébucher sur une seule syllabe, qui présente 3 notifications d'amende impayée et un défaut de taxe. Monsieur de Valmont est-il bien le propriétaire enregistré? Il s'arrêta à 2 mètres d'elle, de l'autre côté de la grille qu'elle n'avait pas demandé d'ouvrir et qu'il n'avait pas ouverte. Ils restaient séparés par le fer, ce qui était à la fois un soulagement et une cruauté. « C'est moi. » Sa voix était plus grave qu'elle ne s'en souvenait, plus assurée, mais il y avait quelque chose en elle qu'elle reconnaissait avec une précision qui l'agaça. Henri de Valmont. Elle fixa son écran, confirma le nom. Elle lui rendit son regard avec son expression habituelle, ce masque qu'elle avait construit au fil des années pour signifier qu'elle faisait son travail et rien d'autre. « Je dois vous demander de signer l'accusé de réception de la notification formelle et de confirmer que vous avez pris connaissance des dettes en cours. » Elle tendit la tablette à travers l'ouverture latérale de la grille. Le délai de régularisation est de 15 jours ouvrés à compter d'aujourd'hui. Toute contestation peut être faite via le portail en ligne de la préfecture ou directement au guichet de Agathe. Elle s'arrêta net. Pas parce que la voix avait été forte, pas parce qu'il avait fait un geste. Elle s'arrêta parce que son prénom dans cette bouche, avec ce ton, avec cette douceur spécifique qu'elle n'avait pas entendue depuis 10 ans, atteignait un endroit que le protocole ne protégeait pas. Elle ne répondit pas. Elle resta les yeux rivés sur sa tablette. Il signa le champ de réception avec un stylo qu'elle ne vit pas sortir. Il lui rendit l'appareil avec précaution, sans hâte. Et alors, avant qu'elle ne puisse faire demi-tour pour s'en aller, il dit avec un calme qui faisait plus de dégâts que n'importe quelle accusation. « Tu mérites de savoir pourquoi j'ai disparu de cette façon. » Elle tourna les talons. Non pas pour le regarder, mais pour fuir. Elle marcha jusqu'à sa voiture d'un pas régulier, rangea la tablette, ouvrit la portière et s'installa. Ce n'est qu'une fois la porte close, seule dans l'habitacle climatisé, qu'elle laissa ses épaules s'affaisser de quelques centimètres. Dans sa main gauche, il y avait une carte de visite. Elle n'avait même pas conscience de l'avoir prise. Papier épais, nom en relief, numéro de téléphone direct. La carte brûla dans la poche de son uniforme pendant tout le reste de son service, comme si elle était faite de braise. De retour au commissariat, elle resta assise devant son ordinateur bien plus longtemps qu'il n'en fallait pour remplir son rapport. Le curseur clignotait. Le nom apparaissait dans les champs du système. Propriétaire du véhicule, fondateur et PDG de Valmont Tech, une entreprise de cybersécurité. Elle tapa les lettres lentement, comme si elle lisait chaque mot pour la première fois. La recherche commença comme une vérification de routine. C'est ce qu'elle se racontait. Juste confirmer les données cadastrales, vérifier les incohérences. C'était la procédure. Mais ce n'était pas la procédure qui la poussa à ouvrir un moteur de recherche et à taper son nom complet, ni ce qui la fit lire les résultats avec le cœur serré dans un étau lent et constant. Valmont Tech, fondée il y a 8 ans, présente dans 3 pays d'Europe, des contrats avec des ministères et de grandes corporations, siège social à la Défense. Le fondateur, Henri de Valmont, 35 ans, diplômé de Polytechnique, master en cybersécurité au MIT. La photo où il souriait en couverture d'un magazine économique montrait le même visage que celui qui avait descendu les marches de pierre cet après-midi-là. Plus poli, plus posé, en costume, mais avec les mêmes yeux noisettes qu'elle connaissait par cœur. Aucun article ne mentionnait son père, ancien gardien d'immeuble. Aucun ne mentionnait le quartier de Montreuil. Aucun ne parlait des petits boulots de nuit dans une boutique d'informatique, du prototype monté sur une table en plastique dans une chambre de bonne de 12 mètres carrés, des serviettes en papier griffonnées de schémas et de lignes de code qu'elle trouvait poétiques, même sans en comprendre la moitié. C'était comme si ce jeune homme avait été soigneusement effacé et remplacé par une version neuve,
édité, approuvé pour publication. La contradiction était déconcertante et impossible à ignorer. Elle fixa la photo du magazine pendant un temps qu'elle refusa de mesurer. Puis elle ferma le navigateur, prit son sac et rentra chez elle. Cette nuit-là, quand son téléphone sonna avec un numéro inconnu, elle savait déjà qui c'était avant même de regarder l'écran. Elle fixa l'appareil, le laissant sonner 3 fois, 4 fois, avec cette froideur qu'elle avait appris à produire quand elle en avait besoin. Elle décrocha à la 5e. Il expliqua qu'il avait obtenu son numéro en appelant le poste, sous prétexte de clarifier la notification. Elle répondit qu'elle savait très bien comment il l'avait eu et que c'était une irrégularité. Il admit que oui, c'en était une, et que si elle le souhaitait, elle pouvait raccrocher à l'instant même. Il y eut un silence de 2 secondes où elle ne raccrocha pas. Puis il lui demanda si elle accepterait de dîner avec lui. Elle aurait dû dire non. Elle avait des dizaines de raisons de refuser, chacune valable, chacune suffisante, 10 ans de raisons pour être exact. Mais ce qu'elle dit, c'est qu'il devait choisir un endroit neutre, car elle n'avait aucune envie de fréquenter le genre de restaurant qu'il avait probablement l'habitude de réserver. Il suggéra un petit bistrot discret dans le Marais. Elle alla consulter le menu en ligne, après avoir raccroché, et découvrit qu'une entrée coûtait ce qu'elle gagnait en une demi-journée de travail. Elle fixa les prix un instant, puis ferma le site, ouvrit son armoire et commença à choisir une tenue. Le samedi soir, elle entra dans le restaurant vêtue d'une robe bleu marine, pas celle de l'uniforme, une autre, gardée pour les occasions qui se faisaient rares, et des boucles d'oreilles en argent qu'elle avait reçues pour sa remise de diplôme à l'école de police. Elle était arrivée 10 minutes en avance et avait tourné dans le quartier pour ne pas paraître anxieuse. Quand il arriva, elle était assise à table, le menu ouvert, avec l'expression de quelqu'un qui attend un collègue de travail. Il portait un pantalon sombre et une chemise sans cravate. Pas de costume, pas de PDG de couverture de magazine. Juste un homme de 35 ans qui semblait légèrement nerveux et qui essayait de ne pas le montrer. Elle trouva cela irritant de familiarité. Le dîner commença avec une tension qui aurait pu se transformer en silence pesant ou en conversation forcée, mais qui devint quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Une forme de naturel. Pas le faux naturel de 2 inconnus qui s'efforcent de paraître à l'aise, mais une facilité ancienne surgit des recoins les plus têtus de sa mémoire. Il ne supportait toujours pas l'alcool. Il commanda une eau pétillante quand le sommelier s'approcha. Elle s'en souvenait. Il riait toujours de cette façon franche, montrant toutes ses dents, sans calculer ce qu'il révélait de lui-même, et elle sentit sa poitrine se serrer d'une manière qui n'était pas prévue au programme de la soirée. Ils parlèrent d'abord de petites choses. Elle raconta à l'école ses premières années de patrouille, la promotion obtenue simplement parce qu'elle n'avait jamais cessé de travailler jusqu'à la mériter. Il parla de ses études, des nuits blanches, de sa période à Boston qu'il survola sans approfondir, comme quelqu'un qui garde le sujet principal pour le moment opportun. Le moment opportun arriva quand ils quittèrent le restaurant pour marcher vers une petite place arborée, presque par instinct, comme si on avait besoin de l'air libre pour dire les choses difficiles. Assis sur un banc public sous la nuit parisienne, bruyante et illuminée comme seul Paris sait l'être, il finit par parler, lentement, avec la voix de quelqu'un qui avait répété et qui, en même temps, jetait ses répétitions aux orties. Son père était tombé malade. Pas seulement l'épuisement dont les médecins avaient été parlé lors de cette hospitalisation, dont elle se souvenait encore, la première, celle où elle était restée 4 heures en salle d'attente avec ses livres de révision. C'était une leucémie, stade avancé, gardée secrète par un homme qui avait peur de perdre son logement de fonction si le syndic l'apprenait. Un homme qui voyait le monde comme un endroit où la faiblesse coûtait cher et où demander de l'aide était le dernier luxe qu'un gardien d'immeuble pouvait s'offrir. Quand l'opportunité d'un traitement expérimental dans un hôpital universitaire à Boston s'était présentée, il n'avait eu que quelques jours pour décider. Pas des semaines, des jours. Henry avait vendu son prototype, le système de sécurité numérique qu'il montait la nuit, celui qu'elle appelait affectueusement « ce truc qui va te rendre aveugle à force de fixer l'écran », à un groupe d'investisseurs apparu au bon moment ou au mauvais, selon la façon dont on racontait l'histoire. Avec l'argent de la vente, il y avait les billets d'avion et le premier mois de traitement. Il n'y avait pas d'argent pour un téléphone international, pas de temps pour des adieux qu'elle aurait mérités. Il y avait juste un vol, un père qui tenait à peine debout, et la conviction qu'il reviendrait dans quelques semaines, peut-être 1 mois, 2 maximum, pour tout expliquer en personne. 6 mois dans un hôpital de Boston. 6 mois d'espoir et de désespoir alternés, à utiliser le téléphone public du couloir quand il y avait du réseau et des pièces, à improviser des traductions avec des bénévoles,
à dormir sur une chaise à côté d'un lit de soins intensifs. Et son père n'avait pas résisté. Quand il était enfin revenu en France, 5 ans après son départ, parce que rester était devenu synonyme de travailler pour rembourser les dettes du traitement, et travailler était devenu construire quelque chose qui justifie la douleur d'être resté, elle avait déménagé. L'ancienne adresse n'existait plus. La voisine de palier lui avait dit que la jeune femme était partie dans un autre quartier, elle ne savait pas lequel. Et Agathe Olivier était un nom trop commun pour être retrouvé sur des réseaux sociaux où elle n'avait jamais posté une seule photo de sa vie. Il raconta tout cela sans dramatiser, sans rien demander, avec la voix de quelqu'un qui dépose une vérité sur une table et laisse l'autre décider quoi en faire. Agathe écouta sans l'interrompre. Elle écouta avec cette attention qu'elle réservait aux choses qui comptaient, la même qu'elle utilisait quand elle devait analyser une situation de crise avant d'agir. L'histoire avait des dates, elle avait un nom d'hôpital, elle avait la douleur réelle qui transparaissait dans ses yeux quand il parlait de son père, une douleur qu'on ne fabrique pas, qu'on ne joue pas, qui marque le visage de ceux qui l'ont porté trop longtemps. Elle ne dit pas qu'elle le croyait, elle ne dit pas qu'elle lui pardonnait. Elle resta silencieuse un long moment, regardant les lumières des boulevards au loin. Puis elle dit qu'il était tard et qu'elle devait partir. Il se leva en même temps qu'elle, et quand elle commença à marcher, il resta immobile près du banc. Il ne la suivit pas, ne l'appela pas, ne dit plus rien. Il resta simplement là, ce qui était exactement ce qu'elle avait besoin qu'il fasse. Sur le chemin du retour vers sa voiture, elle n'essaya pas d'organiser ce qu'elle ressentait. Elle savait par expérience qu'il y a des choses qui ne se rangent pas rapidement. Il y a des choses qui demandent du temps, du silence et la distance nécessaire pour que le cœur cesse de parler plus fort que la raison. Mais en montant dans sa voiture et en allumant le moteur, elle s'aperçut qu'elle tenait sa carte de visite dans la main. Elle ne savait pas quand elle l'avait sortie de sa poche. Elle la fixa un instant, moteur tournant, alors que Paris bourdonnait dehors. Puis elle rangea la carte dans le vide-poche du tableau de bord avec précaution et rentra chez elle. Les jours suivants furent d'un calme désordonné, ce genre de calme qui ressemble au silence, mais qui cache un vacarme intérieur. Agathe travailla. Elle fit ses gardes, remplit ses rapports, géra ses interventions avec la même précision chirurgicale. En apparence, rien n'avait changé. À l'intérieur, il y avait cette conversation sur le banc de la place qu'elle revisitait dès que son esprit n'avait plus rien à broyer. Elle avait construit pendant 10 ans une version de l'histoire qui tenait la route. Ce n'était pas la version heureuse, mais c'était une version solide. Il était parti parce qu'il l'avait décidé. Peut-être y avait-il quelqu'un d'autre, peut-être une opportunité. Peut-être que le fils du gardien de Montreuil était arrivé à une conclusion sur son avenir et qu'elle n'en faisait pas partie. Cette version faisait mal. Mais c'était une douleur contrôlée, une blessure au bord net qu'elle avait appris à ne pas presser. La nouvelle version n'avait pas de bord net. La nouvelle version parlait d'un père mourant, de billets d'avion et d'un téléphone public dans un couloir d'hôpital américain. Et c'était le genre de douleur qui refusait de se tenir tranquille. Le mercredi suivant le dîner, elle ouvrit son ordinateur sur la table de la cuisine de son appartement de la banlieue Est. Un 2 pièces qu'elle avait acheté seule, à crédit, une fierté qu'elle ne criait pas sur les toits, mais qui habitait chaque recoin, et recommença ses recherches. Cette fois, il n'y avait aucune procédure pour justifier son acte. C'était de la curiosité pure, et elle avait cessé depuis longtemps de prétendre le contraire. Elle trouva le nom de l'hôpital qu'il avait mentionné dans un petit article de 3 paragraphes sur un portail économique qui avait brossé son portrait juste après que son entreprise eut décroché son premier grand contrat public. L'article datait d'environ 6 ans, il était mal écrit, superficiel, mais il y avait une ligne qui disait que Valmont avait développé son produit initial tout en accompagnant le traitement d'un proche aux États-Unis. La ligne était là, neutre, sans drame, exactement comme les choses se présentent quand elles sont vraies et que personne n'essaie de prouver quoi que ce soit. Elle ferma son ordinateur et alla se coucher. Ou essaya. La semaine suivante, son téléphone sonna un mardi soir. Un numéro qu'elle avait enregistré sans lui donner de nom, parce que donner un nom était un geste qu'elle n'était pas encore prête à faire. Il lui demanda si elle avait réussi à bien dormir. C'était une petite question presque domestique, du genre que les gens s'échangent quand ils essaient d'entrer dans une conversation plus vaste par la petite porte. Elle répondit que oui, raisonnablement. Il avoua que lui, pas vraiment, et que c'était devenu une sorte de constante ces derniers temps. Elle dit qu'elle pensait en connaître la raison. Il dit qu'il le pensait aussi. Ils restèrent silencieux pendant une seconde, qui fut d'un confort déconcertant.
puis elle l'interrogea sur son entreprise. Pas sur l'histoire émotionnelle, pas sur Boston, pas sur ce qui s'était passé ou non entre eux. Sur l'entreprise. Ce qu'elle faisait, comment elle fonctionnait, pourquoi la cybersécurité. C'était le terrain le plus sûr qu'elle ait trouvé. Et il répondit avec un enthousiasme qu'elle reconnut immédiatement. C'était le même enthousiasme que celui du jeune homme qui griffonnait des serviettes en papier et tentait d'expliquer des lignes de code à une fille qui lui disait, en toute honnêteté, qu'elle comprenait les gens, pas les machines. Allez. Il parlait des systèmes comme on parle de problèmes humains, car c'était exactement ainsi qu'il les voyait. Chaque faille de sécurité était une négligence humaine. Chaque solution était une question de comportement autant que de code. Elle comprit bien plus qu'elle ne l'avait espéré. Ils restèrent au téléphone pendant 1 heure et 12 minutes. Elle regarda l'horloge en raccrochant et fixa le numéro un instant, comme s'il allait révéler quelque chose qu'elle n'avait pas encore traité. Puis elle alla dormir. Et cette fois, elle y parvint. La semaine suivante, elle reçut, en plein service, un ordre de mission qui l'envoyait au siège d'une entreprise à la Défense pour notifier une irrégularité lors d'un événement organisé sur le parvis du bâtiment, occupant l'espace public sans autorisation préalable. C'était la 2e fois en 1 mois que cette adresse apparaissait sur son écran. Elle vérifia le nom de la société responsable, Valmont Tech. Elle fixa l'écran pendant 2 secondes. Puis elle prit sa tablette et y alla. Le bâtiment était de verre et de béton, immense, avec le genre de réception conçue pour faire sentir aux gens qu'ils ont besoin d'une autorisation pour respirer. Elle s'identifia à l'accueil, montra son ordre de mission et fut escortée par une hôtesse vers le secteur administratif au 5e étage. L'ascenseur était silencieux et rapide. Les portes s'ouvrirent sur un large couloir au sol clair et aux murs ornés de panneaux affichant des graphiques et des cartes de couverture réseau. Une femme d'une 40aine d'années, les cheveux gris attachés avec élégance, l'accueillit avec un sourire professionnel. « Martine Stein, directrice des opérations, nous sommes au courant de la notification. Notre département juridique est déjà en contact avec la mairie pour régulariser la situation. Si vous avez besoin de documents complémentaires. » Agathe était au milieu de sa phrase protocolaire de réponse quand la porte du couloir à sa gauche s'ouvrit. Il entra en lisant quelque chose sur son téléphone, d'un pas rapide, avec l'énergie de quelqu'un en pleine séquence de décision. Sa chemise blanche, les manches retroussées, les lunettes qu'elle n'avait pas vues auparavant sur son nez, un détail nouveau qu'elle trouva pour une raison obscure, inutilement perturbant. Il leva les yeux de son téléphone et s'arrêta net. La surprise sur son visage était trop authentique pour être jouée. C'était le genre de surprise qui survient avant que le cerveau n'ait le temps de calculer ce qu'il doit montrer. Une seconde entière de visage totalement ouvert, sans filtre. Agathe se tourna vers Martine Stein et termina la phrase qu'elle avait interrompue. « Car si vous avez besoin de documents complémentaires, vous pouvez les envoyer directement au service compétent via le portail en ligne. Le protocole est enregistré et l'entreprise dispose de 10 jours ouvrés pour présenter le justificatif de régularisation. » Martine Stein regardait l'un puis l'autre avec une curiosité qu'elle ne cherchait pas à cacher. Il y avait dans la dynamique de ce couloir quelque chose qui n'était pas ordinaire, et la directrice des opérations était clairement le genre de personne à remarquer ces choses-là. Henri s'approcha, pas rapidement, pas comme quelqu'un qui va intervenir, mais comme quelqu'un qui s'approche parce qu'il a besoin d'être prêt. « Agent Olivier. » Le ton était professionnel, presque. « Je ne savais pas que c'était vous qui viendriez en personne. » « Ce n'est pas personnel. » Elle rangea la tablette dans son sac. C'est la procédure. Bien sûr. Il y avait une légère inflexion dans sa voix, pas ironique, juste reconnaissante, comme s'il disait qu'il comprenait la langue. Elle salua Martine Stein d'un signe de tête et se tourna pour partir. Il l'accompagna jusqu'à l'ascenseur, ce qui n'était pas nécessaire et qu'elle n'avait pas demandé. Quand les portes s'ouvrirent, avant qu'elle n'entre, il dit à voix basse « Je peux t'appeler plus tard ?» Elle entra dans l'ascenseur. Les portes commencèrent à se fermer. « Tu peux ?» dit-elle, avant d'avoir pu se convaincre du contraire. Les portes se fermèrent. Elle regarda son reflet flou dans le métal poli de la porte et pensa qu'il y a 10 ans, elle aurait été plus rapide à se convaincre de certaines choses. Elle ne savait pas si c'était de la maturité ou de l'érosion. Il appela à 20h30. Elle décrocha à la 2e sonnerie. Ils discutèrent pendant 1h40. La semaine suivante, un mardi soir, elle était dans sa cuisine en train de faire réchauffer les restes du déjeuner quand elle entendit la sonnerie de l'interphone. Elle descendit en pensant à une livraison et ouvrit la porte de l'immeuble pour trouver Henri de Valmont sur le trottoir en jean et t-shirt blanc.
tenant un sac en papier avec le logo d'une boulangerie qu'elle connaissait depuis l'enfance parce qu'elle se trouvait à 2 rues de chez sa mère. Elle le fixa un instant. « Comment sais-tu où j'habite » Le schéma classique d'une policière de la banlieue Est avec son nom complet et un peu de patience. Il fit une pause. « Désolé, je sais que c'était intrusif. » Ça l'était. Elle ne bougea pas. « Et qu'est-ce qu'il y a dans ce sac ?» 2 chaussons aux pommes, un éclair au café et une tartelette au chocolat pour le dessert que tu ne commandes jamais, mais que tu regardes toujours quand tu passes devant la vitrine. Elle resta silencieuse une seconde. Tu t'en souvenais. Je me souviens de beaucoup de choses. Il y avait dans sa voix quelque chose qui n'était pas de la pression, pas du drame. Aucune de ces choses contre lesquelles elle s'était préparée à résister. C'était juste de l'honnêteté, livrée sur un plateau un mardi soir avec un sac de pâtisserie sur le trottoir d'un immeuble de banlieue. Elle recula d'un pas, tenant la porte ouverte. « Tu peux monter, mais l'appartement, ce n'est pas le 16e arrondissement. Ça n'a jamais eu besoin de l'être. » Son appartement était rangé avec la précision fonctionnelle de quelqu'un qui a peu d'espace et beaucoup de sens de l'organisation. Des livres techniques sur l'étagère à côté de romans qu'elle ne mentionnait jamais à personne. Une table de travail avec des post-it colorés, une plante sur le rebord de la fenêtre qui recevait exactement la quantité de soleil dont elle avait besoin parce qu'elle avait fait des recherches. Il ne fit aucun commentaire, n'évalua rien. Il entra simplement et s'assit à la place qu'elle lui indiqua, comme s'il savait déjà qu'il n'était pas dans un musée. Ils mangèrent les pâtisseries sur la table de la cuisine avec des serviettes en papier, comme si 10 ans n'avaient pas passé. Il raconta un épisode d'une réunion d'investisseurs qui avait mal tourné d'une manière inattendue et comique. Elle raconta un contrôle routier dans un quartier chic où le conducteur d'un SUV avait tenté de faire la leçon à la policière et s'était retrouvé avec sa voiture à la fourrière et sa dignité en lambeaux. Ils rirent vraiment, du genre de rire qui n'a besoin de rien d'autre que de lui-même. Après le dessert, quand le silence s'installa avec le naturel des soirées qui touchent à leur fin, il la regarda de l'autre côté de la table et dit « Je ne veux pas reprendre ce qui a été interrompu. Ce n'est pas ce que je demande. » Elle leva les yeux de sa tasse de café. « Je veux commencer quelque chose de nouveau, avec celui que je suis aujourd'hui et celle que tu es devenue, sans prétendre que le passé n'existe pas, mais sans le laisser être notre seul sujet de conversation. » Il s'arrêta comme s'il mesurait le poids des mots suivants. « Si tu le veux bien. Si tu ne le veux pas, je comprendrai et je ne réapparaîtrai plus sans prévenir. » Agathe fixa sa tasse pendant un long moment. Dehors, la ville faisait le bruit qu'elle fait toujours, indifférente à toute conversation, à toute décision, à tout ce qui n'est pas elle-même. Elle pensa au banc de la place, à sa voix racontant l'histoire de son père, à cette ligne de 3 mots sur un portail de nouvelles qui avait dit la vérité sans drame. Elle pensa à 10 ans d'une version de l'histoire qui avait servi de substitut à la vérité, et au vertige léger de réaliser que la vérité était différente, et que cela changeait quelque chose au niveau le plus fondamental de ce qu'elle avait construit pour survivre. Elle leva les yeux de son café. « Je vais y réfléchir, dit-elle, et c'était la chose la plus honnête qu'elle puisse dire. » Il acquiesça. Il prit sa veste qu'il avait posée sur la chaise. À la porte, avant de partir, il se retourna et lui demanda si elle aimait les places avec un kiosque à musique. Elle répondit que oui, qu'elle avait grandi près de l'une d'elles. Dans le quartier de sa mère, près de Montreuil, il y en avait une avec un kiosque en bois peint en vert qui était le point de rendez-vous de tout le monde le week-end. Il dit qu'il savait laquelle c'était, et il partit sans en expliquer davantage. Agathe ferma la porte, resta appuyée contre elle un instant, regardant la cuisine vide avec les tasses encore sur la table. Il y avait un équilibre précaire qui était mis à l'épreuve. Elle le savait. Elle savait qu'il y a une différence énorme entre comprendre une histoire et lui faire de nouveau confiance, et que cette différence devait être mesurée avec soin. Mais quand elle alla laver les tasses et qu'elle trouva le sac en papier de la boulangerie encore sur la table, avec le logo usé d'une boutique qui existait avant qu'elle n'apprenne à faire du vélo, quelque chose de petit et de têtu en elle décida que la réflexion durerait exactement jusqu'au week-end. Le samedi après-midi, elle se rendit sur la place de son enfance, sous le prétexte de rendre visite à sa mère, ce qui était vrai, avec la conscience qu'elle resterait près du kiosque un moment après le déjeuner, ce qui était également vrai, sans s'avouer à elle-même qu'elle attendait, car l'avouer aurait été un pas qu'elle n'était pas encore prête à franchir. À 17h, alors que les stands d'artisanat étaient installés autour de la place et que le marchand de glace poussait son chariot avec le bruit rythmé qu'elle connaissait par cœur, elle le vit arriver par le chemin de gravier. Jean, t-shirt, basket, sans le PDG, sans l'exécutif,
sans rien qui ait besoin d'un nom de famille pour exister. Il acheta une glace au chariot. Le geste était si familier qu'il lui serra la poitrine d'une manière qu'elle avait oublié être possible. Il marcha jusqu'à l'endroit où elle était assise sur le banc près du kiosque et resta debout à 2 mètres d'elle, tenant son cornet, attendant. Elle le regarda. Elle regarda ses yeux noisettes qu'elle connaissait d'un temps si ancien que c'était presque préverbal. Elle regarda la façon dont il restait immobile sans remplir le silence de mots inutiles, une chose qu'elle avait admirée chez le jeune homme de 25 ans et qui avait survécu intact chez l'homme de 35 ans. « Tu peux t'asseoir, dit-elle. » Il s'assit. Il lui offrit une part de sa glace. Elle en prit une bouchée sans cérémonie, comme si c'était le geste le plus naturel du monde, comme si ce n'était pas l'un des moments les plus délicats des 10 dernières années de sa vie. Ils restèrent silencieux un instant. Le soleil descendait derrière les arbres de la place, cette heure dorée de fin d'après-midi que Paris accorde parfois en cadeau. « Je peux t'appeler demain ?» demanda-t-il. Elle fixa le kiosque peint en verre qui était là depuis avant sa naissance. « Tu peux », dit-elle pour la 2e fois en un peu plus d'1 semaine. Et cette fois, il y eut des larmes qu'elle n'avait pas vues venir. 2 larmes discrètes qu'elle laissa couler parce qu'elle portait des lunettes de soleil. Et parce qu'il y a des choses qui méritent d'être ressenties sans que personne n'ait besoin de les voir. Le problème avec les recommencements, c'est qu'ils n'arrivent pas annoncés comme tels. Ils arrivent sous forme de coups de téléphone nocturnes, de pâtisseries achetées dans la bonne boutique, de « tu peux t'asseoir » dit sur un banc de square par une fin d'après-midi que personne n'avait planifié. Et puis soudain, sans qu'il y ait un moment clairement identifiable comme le tournant, on s'aperçoit qu'on vit quelque chose de différent de ce qu'on vivait auparavant. Agathe s'en rendit compte un mercredi matin, 3 semaines après la place, alors qu'elle partait au travail et qu'elle se surprit à vérifier son téléphone avant de consulter le planning de sa garde. Le téléphone passait avant le planning. C'était nouveau. Ils avaient instauré une routine sans se mettre d'accord. Il appelait le soir, pas tous les soirs, mais assez souvent pour que son absence une nuit soit remarquée. Elle répondait. Parfois, il parlait pendant 1 demi-heure de rien de particulier, parfois pendant 2 heures de tout. Il avait l'habitude d'envoyer des messages courts pendant la journée, une question sur quelque chose qui avait surgi lors d'une conversation précédente, un lien vers un article sur la sécurité des données avec un commentaire de 2 mots, parfois juste une observation sur quelque chose qui lui était passé par la tête. Elle répondait quand elle le pouvait, c'est-à-dire la plupart du temps, et elle s'était aperçue qu'elle avait commencé à faire la même chose sans l'avoir décidé. Un samedi matin, il apparut à la porte de chez sa mère. Il n'avait pas dit qu'il viendrait. Il avait demandé 2 jours plus tôt si elle avait des projets pour le samedi, et elle avait répondu qu'elle allait déjeuner avec sa mère. Il y avait eu un silence dans la conversation après cela, un silence qu'elle aurait dû, avec le recul, mieux interpréter. Madame Thérèse ouvrit la porte, parce qu'Agathe était dans la salle de bain. Et quand Agathe sortit et trouva l'homme dans le salon, en jean, avec un sac de croissants de la boulangerie et un sourire légèrement désolé du niveau de surprise qu'il avait généré, elle resta figée à l'entrée 1 seconde, sa brosse à dents à la main dans une situation qui n'était prévue dans les plans de personne. « J'aurais dû prévenir, dit-il, du ton de celui qui admet son erreur avant que quiconque n'ait besoin de la souligner. Tu aurais dû, acquiesça-t-elle. Madame Thérèse regardait l'un puis l'autre avec cette expression de mère qui n'a pas besoin de mots pour communiquer, qu'elle traite beaucoup d'informations à la fois. C'était une femme petite, aux cheveux blancs, qu'elle ne teignait plus depuis des années par conviction, aux yeux noirs vifs qui ne rataient rien. Elle avait élevé sa fille seule après que son mari fût parti, quand Agathe avait 6 ans. Et elle avait développé au fil des ans un détecteur d'intention qu'elle décrivait elle-même comme involontaire. « Tu peux rester déjeuner », dit Madame Thérèse, sans demander l'avis de sa fille d'abord. Agathe regarda sa mère. Madame Thérèse lui rendit son regard avec cette expression de « Je sais ce que je fais ». Agathe rapporta sa brosse à dents dans la salle de bain, alla dans la cuisine et commença à aider sa mère comme si c'était un samedi quelconque. Le déjeuner se fit sur une nappe en plastique à fleurs, le ventilateur dans le coin à pleine vitesse, du poulet rôti et ce gratin de pommes de terre que Madame Thérèse faisait depuis qu'Agathe avait de la mémoire. Henri s'était assis à la place qu'on lui avait indiquée, sans faire aucun commentaire sur l'environnement, sans rien regarder avec ce genre de surprise calculée qui apparaissait parfois sur le visage des gens visitant des maisons plus modestes que celles qu'il fréquentait. Il s'était simplement assis et avait mangé, et quand Madame Thérèse lui demanda si c'était bon, il répondit que c'était meilleur que tout ce qu'il avait mangé au restaurant depuis des mois, et la façon dont il le dit montra clairement que ce n'était pas de la politesse sociale.
Agathe l'observa alors qu'il discutait avec sa mère. Madame Thérèse posait des questions avec le naturel direct de celle qui ne voit aucune raison de tourner autour du pot quand la curiosité est légitime. Ce qu'il faisait, d'où il venait, comment il en était arrivé là. Il répondait sans vanité, sans drame, avec la précision honnête de celui qui raconte l'histoire telle qu'elle est, parce que c'est la seule version qu'il possède. Quand il mentionna son père gardien d'immeuble, Madame Thérèse resta silencieuse une seconde, puis elle lui servit une autre part de gratin, sans commentaire, ce qui était la façon dont Madame Thérèse exprimait son approbation. Après le déjeuner, alors qu'Agathe et sa mère nettoyèrent la cuisine, Henri alla réparer le loquet de la fenêtre du salon qu'il avait remarqué desserré en arrivant, utilisant un couteau suisse qu'il portait dans sa poche pour des raisons qu'Agathe imaginait variées. Madame Thérèse regarda sa fille par la porte de la cuisine avec une expression qui disait au moins 8 choses à la fois sans en articuler aucune. Sur le chemin du retour, marchant dans le quartier en fin d'après-midi alors que le soleil descendait derrière les toits et que les enfants criaient sur le trottoir, il dit qu'il avait apprécié sa mère. « Elle est difficile à satisfaire, » dit Agathe. « Je sais. Tu penses avoir réussi ?» Il resta silencieux un instant, considérant la question avec le sérieux qu'elle méritait. « Je pense qu'elle va attendre de voir, mais le loquet fonctionnait quand je suis parti. » Agathe ne rit pas. Mais le coin de sa bouche bougea d'une façon qu'il remarqua certainement. Ce furent les mois les plus lents et les plus rapides qu'elle ait vécus à la fois, ce qui est la façon dont le temps se comporte quand quelque chose d'important se construit. Il y avait des rencontres qui étaient des promenades dans le quartier, des repas simples, des cinémas le vendredi soir quand le planning le permettait. Il y avait des conversations qui commençaient sur n'importe quoi et arrivaient dans des endroits qu'elle n'avait pas visités depuis des années. Et il y avait une proximité croissante à laquelle elle avait cessé de résister, non parce qu'elle l'avait décidé, mais parce qu'elle en était arrivée au point où résister coûtait plus d'énergie que cela n'en valait la peine. Au 4e mois de leur retrouvailles, il l'invita à un événement d'entreprise. Elle hésita quand il le mentionna. Elle ne dit pas non immédiatement, ce qu'elle aurait fait auparavant, mais resta silencieuse pendant 2 secondes qu'il interpréta correctement. « Ce n'est pas forcément costume et cravate, dit-il. C'est une réception avec des partenaires d'affaires, mais je veux que tu sois là. » Il y avait quelque chose dans cette phrase. Dans le « je veux que tu sois là », dans la simplicité directe avec laquelle il l'avait dit. Elle dit qu'elle y réfléchirait. Et elle y réfléchit pendant 3 jours, pesant les raisons d'y aller contre les raisons de refuser, et elle arriva à la conclusion que les raisons de refuser étaient toutes des variations de la même chose, la peur de ne pas être à sa place. Et elle avait cessé à un moment donné ces derniers mois de prendre des décisions basées sur la peur. Elle y alla vêtue d'une robe noire, simple, bien coupée, qu'elle avait achetée 2 ans plus tôt, pour un dîner de remise de diplôme d'une collègue, et qu'elle n'avait portée depuis que 2 fois exactement. De petites boucles d'oreilles en or, les cheveux lâchés, ce qui était une concession rare. Elle entra à l'événement à ses côtés et ressentit durant les 15 premières minutes le poids spécifique de se trouver dans un environnement qui a des critères que personne n'écrit, mais que tout le monde applique. C'étaient des cadres, des investisseurs, des partenaires d'affaires d'autres pays. La conversation tournait autour des fusions, des levées de fonds, de marchés qui avaient des noms qu'elle associait à des articles de journaux économiques et non à des conversations de dîner. Elle circula avec lui dans les premiers groupes, écouta plus qu'elle ne parla, répondit quand on l'interrogeait sur elle, avec la précision sèche de celle qui n'a pas besoin de fioritures. « Je suis gardien de la paix ». Il y avait un genre de pause qui se produisait après cette phrase dans certains contextes. Elle la connaissait. C'était la pause de celui qui recalibre l'attente qu'il s'était formée sur la base de critères qui n'avaient jamais besoin d'être explicites pour fonctionner. Elle avait appris à ne pas se ratatiner durant cette pause, à la laisser passer sans aider ni combattre, à laisser les gens faire leurs calculs internes en paix. Dans l'un des cercles de conversation, une femme d'une 50aine d'années, les cheveux blonds coupés avec la précision de celle qui investit régulièrement là-dedans, partenaire d'une société de conseil qui avait travaillé avec Valmontech, regarda Agathe par-dessus son verre de champagne avec le sourire de celle qui va dire quelque chose qu'elle juge raisonnable. « Ce doit être intéressant pour vous de découvrir cet environnement. » Le ton était celui de la personne qui ouvre la porte à quelqu'un tout en lui faisant comprendre que ce n'est pas sa maison. Des origines si différentes sont souvent difficiles à concilier sur le long terme, n'est-ce pas? C'est une question de formation. Il y avait 2 façons de répondre à cela. Agathe les connaissait toutes les 2. La première était le sourire de celle qui n'a pas compris ou a préféré ne pas comprendre ce que l'autre attendait. La seconde
était la réponse honnête, la seule qu'elle parvenait à donner. Des origines différentes ne sont un problème que lorsqu'une des parties pense que la sienne est supérieure. Elle dit cela sur le même ton que si elle commentait la météo, puis prit une gorgée du jus qu'elle buvait et détourna le regard vers une autre partie de la salle, comme si le sujet était clos de lui-même. La femme resta silencieuse une seconde. Henri, qui se tenait à 2 mètres et écoutait la conversation tout en ayant l'air de regarder ailleurs, tourna la tête et regarda Agathe avec quelque chose sur le visage qu'elle ne parvint à qualifier que bien plus tard de fierté pure. Elle termina la soirée sans céder un pouce de terrain. Elle répondit à chaque question avec honnêteté, ne demanda l'approbation pour aucune réponse, et quand l'événement se termina et qu'ils sortirent ensemble dans la rue, elle resta silencieuse dans la voiture pendant un temps qu'il respecta. Quand ils s'arrêtèrent devant son immeuble, avant de descendre, il dit « Tu étais la personne la plus authentique dans ce salon. » Elle ne répondit pas. À l'intérieur, quelque chose qui était resté tendu durant toute la soirée se relâcha enfin, comme un muscle qui se libère après des heures d'efforts contenus. Elle ne dit rien, mais sa main posée sur ses genoux s'ouvrit légèrement, et il le vit. « Merci de m'avoir emmené, » dit-elle finalement, et elle entra. Elle monta dans l'ascenseur en pensant aux commentaires de la femme. Pas avec colère. La colère était passée rapidement, une autre chose qu'elle avait appris à gérer, mais avec la conscience que ce ne serait pas la dernière fois, qu'il y avait un monde entier derrière ce salon qui avait des opinions sur qui appartenait à quoi, et que son appartenance à n'importe quel endroit n'avait jamais dépendu de l'approbation de personne. Cette pensée, curieusement, la rendit plus tranquille qu'elle ne l'avait été depuis des mois. La semaine suivante, un après-midi où elle avait échangé sa garde avec une collègue et était libre plus tôt, elle passa au siège de l'entreprise pour remettre des documents qu'elle avait promis à Martin Stein concernant une consultation que la société avait faite sur la signalisation aux abords du bâtiment. C'était un prétexte partiellement vrai, le meilleur genre. Elle sortait quand elle croisa Flavie dans le couloir du commissariat plus tard cette semaine-là. Flavie Ménard était entrée dans la police la même année qu'elle. Elles étaient collègues de patrouille occasionnellement, pas amies, mais avec ce genre de familiarité qui se construit en des années de travail dans le même milieu. Elle avait des yeux perspicaces et un talent pour percevoir les changements dans le comportement d'autrui qui aurait été une vertu dans d'autres circonstances. « Tu as l'air différente », dit Flavie, du ton décontracté de celle qui offre une observation, pas de celle qui entame une conversation. Agathe continua de marcher. « Je me suis bien reposée cette semaine. »« Ce n'est pas ça. » Flavie l'accompagna sur un bout de couloir. « J'ai vu que tu étais partie plus tôt hier. C'est la 3e fois ce mois-ci que tu échanges ta garde. » « Ai-je besoin d'une autorisation pour échanger une garde ?»« Non ?» pose calculée. « J'ai juste trouvé ça curieux. Surtout après cette notification dans le 16e, l'histoire de la Lamborghini rouge. » Agathe s'arrêta et regarda sa collègue avec l'expression qu'elle utilisait quand elle voulait qu'une conversation prenne fin. « Flavie. »« Oui, ai-je besoin de quelque chose ?» Flavie leva les mains dans un geste de dénégation. « Non, c'est juste que quand un millionnaire commence à trouver une policière intéressante, c'est généralement parce qu'il cherche quelque chose de différent de ce dont il a l'habitude. Une aventure avec du contraste. Tu vois ce que je veux dire. » Le mot resta en suspens. Agathe regarda sa collègue une seconde. « Merci de ton inquiétude, » dit-elle, du ton de celle qui dit merci mais n'a aucune intention de discuter davantage du sujet. Et elle s'en alla. La conversation aurait dû entrer par une oreille et sortir par l'autre. Elle le savait. Il y avait peu de personnes moins indiquées pour donner un avis sur sa vie personnelle que Flavie Ménard, dont les qualifications pour faire ce genre d'analyse étaient nulles. Mais les mots aiment s'accrocher quand ils trouvent un point faible. Et il y avait un point, un petit point bien gardé mais présent, qui se demandait encore pourquoi, de toutes les personnes au monde, un homme qui vivait dans un palais à Auteuil avait décidé qu'il voulait recommencer avec une policière de la banlieue Est. Elle ne dit rien à Henri. Elle garda cela en elle, testant le poids de la chose, observant comment cela affectait chaque petit détail, la façon dont elle répondait au téléphone, la façon dont elle arrivait au rendez-vous, la température qu'elle maintenait quand il s'approchait. Il lui fallut 3 semaines pour le remarquer, pas parce qu'elle était négligente, mais parce qu'il la connaissait depuis assez longtemps pour faire la différence entre le moment où elle était réservée et celui où elle l'était exprès. Un soir, après un dîner, où elle avait répondu juste et avait été présente de façon techniquement impeccable mais affectivement absente, il posa ses couverts sur son assiette, la regarda et dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle eut envie de répondre « Rien ». Elle ouvrit même la bouche.
Mais il y avait une chose qu'elle s'était promise quand elle avait décidé d'essayer. C'était que si la chose devait être réelle, elle devait être honnête pour de vrai, pas de la façon facile. Alors elle raconta, avec la précision objective d'un rapport, sans mélodrame, ce que Flavie avait dit, pourquoi cela s'était accroché, le point faible que cela avait trouvé. Il écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il resta silencieux un instant. Puis il dit « Tu veux voir les dossiers médicaux de mon père, les billets d'avion, les documents de l'hôpital à Boston ?» Une pause. « Je garde tout jusqu'à aujourd'hui, pas comme une preuve pour toi, comme le souvenir d'une douleur qui ne s'efface pas. Mais si tu as besoin de voir, tu peux. » Elle resta silencieuse. « Ce n'est pas à propos de ça, » dit-elle finalement. « Il ne s'agit pas de prouver. Je sais, mais je voulais que tu saches que ça existe. » Elle le regarda pendant un long moment, avec cette attention totale qu'elle réservait au moment où elle avait besoin de voir quelque chose de vrai. « Je n'ai pas besoin de voir, » dit-elle, et c'était vrai. C'était la chose la plus vraie qu'elle ait dite depuis des semaines. Il y a une différence entre deux mondes qui se rapprochent et deux mondes qui s'intègrent. Le rapprochement est visible, mesurable, il a des gestes identifiables. Le dîner dans le marais, la visite chez la mère, l'événement d'entreprise. L'intégration est autre chose. Elle se produit dans les marges, dans les détails sans protocole, dans ces moments où quelqu'un d'un monde se trouve à l'intérieur de l'autre monde et où aucun des deux ne force l'ajustement. Agathe sentit l'intégration se produire comme on sent un changement de saison, sans un moment précis, mais avec la clarté progressive que quelque chose avait changé pour de bon. Au 5e mois de leur retrouvaille, elle se rendit au siège de Valmontech non pas pour remettre quoi que ce soit, ni pour notifier quoi que ce soit, mais parce qu'il lui avait demandé si elle voulait déjeuner avec lui. Elle avait répondu qu'elle devait vérifier son planning, ce qui était vrai, qu'elle y arriverait peut-être, ce qui était également vrai, et qu'elle enverrait un message, ce qu'elle fit à 11h30 du matin avec un seul mot. « J'arrive ». Le déjeuner eut lieu à la cafétéria de l'entreprise, pas dans un restaurant, car il avait dit que c'était là qu'il déjeunait normalement quand il n'avait pas de réunion extérieure, et que c'était plus honnête que de prétendre qu'il sortait toujours dans des endroits avec des nappes blanches. La cafétéria était moderne, bruyante comme il faut, remplie de gens de 20 à 40 ans qui mélangeaient ordinateurs portables et plateaux repas avec la désorganisation productive de ceux qui pensent à autre chose. Elle mangea un plat simple à une longue table pendant qu'il expliquait, gesticulant avec sa fourchette, ce qui s'était passé lors d'une réunion du matin qui avait tourné tout autrement que prévu, mais d'une meilleure façon. Martin Stein passa avec son plateau et s'arrêta une seconde. Agent Olivier. Le sourire était authentique, sans la formalité de la première fois. « Vous êtes ici à titre officieux ?»« Tout à fait officieux, » répondit Agathe, et Martin Stein rit d'une façon qui lui fit réaliser qu'elle appréciait cette femme depuis le premier jour sans l'avoir formulée. Après le départ de Martine, Henri la regarda avec l'expression de celui qui fait une observation, mais n'a pas encore décidé de la dire tout haut. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle. « Rien, c'est juste que tu as l'air plus légère quand tu n'as pas l'uniforme. » Elle considéra la remarque. « Tout le monde est plus léger sans uniforme. L'uniforme pèse par nature. Ce n'est pas du poids physique dont je parle. » Elle comprit ce qu'il voulait dire. Elle ne répondit pas, mais elle comprit. Au 6e mois, un dimanche après-midi où elle était chez sa mère sous prétexte d'aider à réorganiser le buffet de la salle à manger, Henri apparut avec des outils dans un sac en toile qu'il avait acheté sur un marché artisanal et qui arborait un motif de toucan qu'Agathe trouva être la chose la plus inattendue qu'elle ait jamais vue, sur un sac à outils. « L'évier, » dit-il, sur le seuil de la cuisine, à Madame Thérèse. Madame Thérèse fixa le sac au toucan une seconde. « Comment sais-tu pour l'évier ?» Elle l'a mentionné. Agathe ne l'avait pas mentionné, ou alors elle l'avait mentionné en passant, lors d'une conversation sur autre chose, sans aucune intention autre que de se plaindre du devis absurde que le plombier avait donné. Le fait qu'il ait retenu cela et soit apparu avec des outils dans un sac au toucan un dimanche fut la chose la plus déconcertante et la plus irrésistible qu'elle ait vécue ces derniers mois. Il passa 3 heures dans la cuisine à réparer l'évier, changeant le joint du robinet et ajustant la tuyauterie qui était de travers depuis les derniers travaux. Madame Thérèse resta silencieuse pendant environ 20 minutes, observant avec la prudence de celle qui mesure encore, puis elle commença à parler. Elle raconta quand Agathe était petite, les années où elles avaient été toutes les deux seules, la fierté qu'elle ressentait pour sa fille qui avait construit sa vie de ses propres mains sans demander de faveur à personne. Henri écoutait tout en travaillant,
posant des questions quand il le fallait, riant quand elle riait, avec la facilité de celui qui n'avait pas besoin de jouer l'appartenance parce qu'il était simplement présent. Quand l'évier fut réparé, Madame Thérèse fit du café et posa 3 tasses sur la nappe en plastique à fleurs sans faire d'annonce. Ils s'assirent tous les 3 et burent le café avec des biscuits dans un silence confortable. Et Agathe, regardant sa mère observer Henri avec cette expression qu'elle connaissait depuis l'enfance et qui signifiait que Madame Thérèse avait pris une décision interne sur quelqu'un, sentit quelque chose s'apaiser en elle. La même semaine, il l'invita à un barbecue dominical avec ses associés et quelques employés proches de l'entreprise. Elle y alla. C'était dans l'appartement spacieux de l'un des associés dans le 11e arrondissement, une grande terrasse, de la musique au bon volume. Ce mélange de personnes allant du stagiaire brillant à l'investisseur chevronné, spécifique aux start-up qui ont grandi vite. Il y avait du foot à la télé, ce qui aida, car le foot est la langue commune d'au moins 70% des conversations de barbecue, et elle parlait foot couramment. Le directeur technique de l'entreprise, un homme d'une trentaine d'années nommé Fabrice, qui avait le genre d'énergie de ceux qui dorment peu et produisent trop, discuta avec elle pendant 40 minutes de la sécurité sur la voie publique, des systèmes de caméras, de l'intégration des données municipales avec la police préventive. Elle avait un avis sur chacun des sujets. Il l'écoutait avec une attention réelle, pas avec la courtoisie de celui qui attend son tour de parole. Henri, à l'autre bout de la terrasse, les voyait discuter et il y avait une expression sur son visage qui était assez discrète pour que la plupart ne la remarquent pas. Elle la remarqua. Sur le chemin du retour, dans la voiture, elle dit qu'elle avait apprécié Fabrice. Il répondit qu'il savait qu'ils s'entendraient bien. C'est le genre de personne qui ne fait pas de distinction entre ce qu'une personne sait et l'endroit où elle l'a appris. Tu es du même genre. Elle resta avec cette pensée un moment, après être rentrée chez elle. Il y avait une chose qu'elle avait réalisée au fil des mois, c'était que la différence de classe, qu'elle avait imaginée comme une abstraction, un symbole, une question de contexte social, se révélait dans des situations très concrètes et spécifiques, pas dans l'argent qui était évident et n'avait pas besoin d'élaboration, mais dans les références, les habitudes de consommation, le langage du quotidien corporatif, les noms utilisés comme marqueurs de crédibilité. Elle avait appris à naviguer là-dedans avec le pragmatisme de celle qui apprend n'importe quoi de nouveau, en observant, en pratiquant, en ajustant, sans perdre le fil de qui elle était tout en le faisant. Et elle avait découvert, avec une surprise qu'elle n'avait pas attendue, qu'il faisait la même chose en sens inverse. Il y avait un plaisir authentique, pas performatif, dans la façon dont il goûtait la cuisine de sa mère. Une curiosité réelle dans la façon dont il posait des questions sur son travail, sur les interventions, sur les quartiers qu'elle connaissait de fond en comble. Il y avait en lui une facilité dans le monde simple qui n'était ni de la nostalgie ni de l'idéalisation, mais de la reconnaissance. Comme quelqu'un qui quitte un endroit, reste loin assez longtemps pour avoir du recul, et en revenant découvre que la familiarité était intacte, attendant simplement. Le test réel arriva un lundi du 7e mois. Il y avait une opération de contrôle programmée dans un quartier du centre, une opération conjointe entre la circulation et la police de proximité, et elle faisait partie de l'équipe de coordination sur le terrain. C'était le genre de travail qui n'apparaissait dans aucune couverture de magazine. 8 heures dans la rue, sous le soleil ou la pluie, à vérifier les documents, orienter le flux des véhicules, gérer l'agacement des conducteurs qui se sentaient au-dessus de la procédure. Elle lui avait envoyé un message le matin disant que la journée serait longue. À 22 heures, quand elle rentra chez elle avec les pieds endoloris et l'uniforme pesant plus que d'habitude, il y avait un message de lui disant qu'il y avait un plat qui chauffait sur la gazinière qu'elle possédait, avec la remarque qu'il était resté attendre une demi-heure, mais qu'il avait une conférence téléphonique avec l'étranger à 23 heures et ne pouvait pas rester. Elle fixa la gazinière. Elle lui avait donné les clés de l'appartement il y avait 3 semaines, avec le commentaire pragmatique que c'était plus facile que de descendre ouvrir la porte à chaque fois. Elle n'avait pas donné plus de poids que cela à ce geste au moment où elle l'avait fait. Maintenant, avec le plat qui chauffait sur le feu et ses pieds endoloris, elle réalisait qu'elle lui avait donné un poids énorme, sans avoir utilisé ce mot. Elle mangea assise sur le canapé, télévision éteinte. Le plat était simple, du poulet avec des légumes, le genre qu'on commande quand on pense à ce qui va plaire et non à ce qui est sophistiqué. Elle finit tout. À 23h30, après sa conférence, il envoya un message demandant si elle était bien rentrée. Elle répondit par une photo de l'assiette vide
Il envoya un emoji de satisfaction qu'elle trouva complètement hors de son personnage habituel et en même temps absolument juste. Ce fut au début du 8e mois qu'il aborda le sujet qu'elle savait inévitable. Pas de la manière qu'elle avait imaginée, sans discours préparé ni décor spécial. Un dimanche après-midi, dans sa cuisine, alors qu'il faisait du café et qu'elle était assise à table avec les documents de quelques heures supplémentaires étalés devant elle, il dit « J'ai pensé à quelque chose ». Elle leva les yeux de ses documents. À propos de vivre ensemble, elle resta silencieuse. Elle s'était attendue à ce qu'il dise cela à un moment donné, de la même façon qu'on attend quelque chose qui est à l'horizon depuis longtemps. On sait que ça vient, mais quand ça arrive, cela cause tout de même un impact. Il continua, lui tournant le dos pendant qu'il versait l'eau dans le filtre, avec la voix de celui qui pense tout haut et ne fait pas un discours. Ça ne serait pas le grand hôtel particulier. Cette idée n'a aucun sens. Je pensais déjà à déménager avant tout ça. Auteuil n'a jamais été un endroit que j'ai vraiment choisi. C'était une décision d'un moment spécifique qui est resté. Une pause pendant qu'il versait l'eau chaude. Mais je voulais savoir ce que tu en penses, si c'est une idée qui a du sens pour toi. Elle fixa ses documents sans rien y voir. La question n'était pas difficile dans le sens de ne pas connaître la réponse. Elle était difficile dans le sens où la réponse demandait de l'honnêteté sur des peurs qu'elle avait appris à ranger dans des endroits sans étiquette. La peur de construire quelque chose avec quelqu'un et de devoir le déconstruire seul à nouveau. La peur d'avoir cédé tant de murs que, s'ils se brisaient, il ne resterait plus rien. La peur, plus basique et plus difficile à articuler, que le vouloir de nouveau soit une façon de trahir les 10 ans qu'elle avait passés à apprendre à n'avoir besoin de personne. « J'ai besoin d'y réfléchir, dit-elle. Bien sûr. » Il apporta les 2 tasses de café et s'assit du côté opposé de la table, comme si la conversation avait porté sur la météo. Il n'y avait pas de pression, pas d'attente suspendue dans l'air. C'était simplement la question, posée sur la table, attendant le temps qu'il faudrait. Elle y réfléchit pendant des semaines. Elle souleva chaque obstacle honnêtement, non pour sa beauté, mais parce que c'était la seule façon qu'elle connaissait de prendre une décision réelle. Les plannings irréguliers contre les réunions avec des fuseaux horaires différents. Les contrôles dans des quartiers qu'il ne verrait jamais de l'intérieur d'une voiture de patrouille contre les voyages pour des conférences dans des pays qu'elle n'aurait aucune raison de visiter. La façon dont elle avait parfois besoin de silence contre la façon dont il avait besoin de mouvement. Les différences qui n'étaient pas abstraites, qui étaient quotidiennes, qui demandaient une négociation réelle et non du romantisme. Chaque obstacle, elle le souleva. À chacun d'eux, il répondit avec la même honnêteté. Ce n'étaient pas les métiers qui allaient vivre ensemble. C'étaient eux. Et quand elle arriva finalement au fond de cette analyse, ce qu'elle trouva n'était pas un empêchement. C'était juste le choix lui-même, débarrassé de justification, attendant. Elle dit oui un mardi soir de façon tout à fait anticlimatique. Elle envoyait un message sur autre chose. La conversation avait dérivé sur le sujet de l'endroit où vivre, et elle avait écrit « Je pense qu'on devrait essayer », avec le même naturel que si elle confirmait un rendez-vous. Il mit 1 minute à répondre. Quand il le fit, ce fut un message long pour son standard habituel, normalement économe. Il disait qu'il était heureux, qu'il n'y avait pas d'urgence, qu'ils allaient faire ça de la bonne façon, qu'il allait commencer à regarder des appartements à Montreuil. Elle relut la dernière phrase 2 fois, à Montreuil, là où leur histoire avait commencé, là où son père gardien avait vécu, là où elle avait grandi à 10 minutes de l'endroit où il avait grandi, sans jamais savoir que ce croisement de trajectoire était possible. Elle resta le téléphone à la main un instant, regardant les mots, avec cette compression dans la poitrine qu'elle avait appris au fil des mois à reconnaître comme n'étant pas de la tristesse. C'était tout autre chose, et elle connaissait déjà le nom de cette chose depuis plus longtemps qu'elle ne l'avait admis. Choisir un appartement avec quelqu'un est l'une des façons les plus révélatrices de découvrir comment cette personne fonctionne quand elle est elle-même. Il n'y a pas de protocole pour visiter un bien immobilier à 2, aucun script qui dise ce qu'on doit ressentir devant une cuisine ou un placard de taille inadéquate. Ce qui apparaît est ce qui est. Les critères réels, les résistances non déclarées, les moments où chacun s'aperçoit que l'autre veut une chose différente et doit décider si cela importe. Ils visitèrent 7 appartements en 3 semaines. Elle prit 2 jours de congé pour accompagner les visites, ce qu'elle fit avec la justification professionnelle qu'elle compensait des heures supplémentaires, ce qui était techniquement vrai, mais n'était pas le motif réel. Le premier était trop grand, le genre d'espace qui demande des meubles qu'elle n'avait jamais pensé posséder.
Le deuxième avait une fenêtre de cuisine qui donnait sur le mur de l'immeuble d'à côté. Le troisième était parfait en tout, sauf pour le fait qu'il se trouvait à un étage si élevé que la vue donnait le vertige. Et elle avait découvert, à sa propre surprise, qu'elle préférait voir la rue plutôt que les toits. Le quatrième avait une odeur de peinture neuve trop intense qui, selon Henri, disparaîtrait en quelques semaines, et selon elle, était une information nécessitant une vérification indépendante. Au cinquième, ils restèrent silencieux en même temps au milieu du salon. C'était un appartement au deuxième étage, avec de larges fenêtres qui laissaient entrer la lumière de l'après-midi sans éblouir, un parquet en bois qui craquait légèrement sur une ligne allant de l'entrée au salon, et un balcon de taille généreuse qui donnait sur un bout de rue avec un tilleul et une boulangerie au coin, dont l'odeur du pain arrivait jusqu'en haut avec le bon vent. Elle resta sur le balcon un instant. Elle regarda la rue, le tilleul, la boulangerie. Il y avait l'échelle humaine dont elle avait besoin. Pas Auteuil avec son architecture d'intimité calculée, pas l'étage élevé avec ses toits lointains, mais la ville au niveau où elle la connaissait, bruyante, vivante, présente. « Celui-là, dit-elle. Il était sur le seuil du balcon derrière elle. Celui-là. Ce ne fut pas plus compliqué que cela. Le processus de formalisation, en revanche, fut plus lent que ce qu'ils avaient imaginé. Il y avait la documentation, l'analyse de crédit, la négociation avec le propriétaire qui voulait des garanties plus solides que ce que le contrat standard prévoyait. Henri géra la partie bureaucratique avec l'efficacité de celui qui a un avocat en contact permanent. Elle géra la partie qui lui incombait avec la détermination de celle qui n'a jamais demandé à personne de porter ses papiers pour elle. Il y eut un moment, un après-midi où elle était à la mairie avec une file de 40 personnes devant elle, où elle pensa qu'il y avait des méthodes plus faciles disponibles et qu'elle pouvait simplement lui demander de régler le problème. Elle laissa passer la pensée. Elle resta dans la file. Durant cette même période, il y eut un après-midi où il l'appela avec une voix qu'elle reconnut immédiatement comme différente, pas perturbée exactement, mais contenue d'une façon qui n'était pas habituelle. Il avait trouvé, en réorganisant les affaires du bureau de son hôtel particulier pour le déménagement, le dossier avec les documents de son père, les billets d'avion, les rapports médicaux, les factures de l'hôpital à Boston qu'il avait payées peu à peu au fil des ans, avec l'argent qui rentrait à mesure que l'entreprise grandissait. Une lettre du médecin qui avait suivi le traitement, écrite en anglais, avec un vocabulaire clinique qui n'adoucissait rien. L'acte de décès de l'hôpital américain datait d'un mois après l'arrivée. Elle écouta en silence. « Tu n'as pas besoin de me montrer quoi que ce soit, dit-elle, quand il eut fini. Je sais. Pause. Je voulais juste que tu saches que j'ai ouvert ce dossier aujourd'hui. Je ne l'avais pas ouvert depuis des années. » Elle resta silencieuse un instant. Il y avait une intimité à être appelée pour témoigner d'un tel moment qu'elle n'avait ni sollicité ni attendu, mais qui était là, réelle et honnête, comme tout ce qui s'était passé entre eux. « Tu es resté avec lui jusqu'à la fin, dit-elle. Ce n'était pas une question. Je suis resté. Alors tu as fait ce qu'il fallait. Une pause. Même si cela a coûté ce que cela a coûté. Il resta silencieux un long moment après cela. Elle resta au téléphone avec lui, ne disant plus rien, étant juste présente, car il y a des moments où la présence vaut plus que n'importe quel mot. Le déménagement fut fixé à un samedi du 12e mois, ce qui tombait à 3 semaines de l'anniversaire d'1 an, du jour où elle avait arrêté la voiture de patrouille devant le portail en fer forgé d'Auteuil. Elle avait remarqué cette coïncidence sans la mentionner. Il y avait des choses qu'elle gardait non pas parce qu'elles étaient secrètes, mais parce qu'elles appartenaient à la couche intérieure, où les choses avaient un poids réel et n'avaient pas besoin d'audience. Le vendredi avant le déménagement, elle était encore dans son ancien appartement, emballant ses derniers biens avec cette efficacité qui était sa marque de fabrique. Carton numéroté, contenu noté, aucune assiette oubliée sans protection. C'était un appartement de 2 pièces, où elle avait vécu pendant 6 ans. Et il y avait là l'architecture silencieuse d'une vie construite avec soin. La plante sur la fenêtre qui avait survécu à tous les hivers. Les marques sur le chambranle de la porte qu'elle avait faite en portant l'étagère seule un jour de déménagement et en calculant mal l'angle, les livres qui ne tenaient plus sur une seule étagère et qu'elle avait répartis dans des cartons par ordre de taille parce que par sujet aurait été plus intelligent mais plus long. Dans le dernier coin de la chambre, elle trouva une boîte à chaussures qui était au fond de l'armoire depuis assez longtemps pour avoir acquis une couche de poussière. Elle l'ouvrit par habitude pour vérifier ce que c'était et trouva des objets d'il y a 10 ans. Une serviette en papier plié avec des gribouillis de lignes et de flèches qu'elle avait gardées sans trop savoir pourquoi,
à une époque où garder semblait la seule chose qu'elle parvenait à faire de cette période. Des photos développées dans l'une de ces bornes qui existaient dans les pharmacies, elle en uniforme d'école de police, plus jeune, plus sérieuse, avec les cheveux attachés d'une façon qu'elle ne portait plus. Un vieux ticket de bus qui avait servi de marque-page et qui, pour une raison quelconque, avait survécu. Un reçu d'une boutique d'informatique de Montreuil avec une écriture qu'elle reconnut immédiatement comme étant la sienne, griffonnée au verso, l'esquisse d'un schéma technique et une phrase à côté, en petites lettres, qui disait « Ça marchera un jour ». Elle resta à tenir le reçu pendant un long moment. La phrase avait été écrite à propos du système. Elle le savait. Elle avait été écrite dans un moment de doute sur le projet, sur le prototype qui était devenu plus tard la fondation d'une entreprise présente dans 3 pays. Mais elle resta avec ce « ça marchera un jour » sous les yeux. Et elle pensa à tout ce qui avait marché et tout ce qui s'était brisé et tout ce qui était en train d'être remonté pièce par pièce avec la patience de 2 personnes qui connaissaient déjà le coup de précipiter les choses. Elle plia le reçu avec soin et le mit dans la poche de son pantalon. Elle ferma la boîte et elle continua d'emballer. Le jour du déménagement, Henri arriva tôt avec 2 amis qui s'étaient portés volontaires, ce qui en pratique signifiait qu'ils venaient avec de la bonne volonté et sans aucune compétence pour emballer des cartons, et qu'elle avait rapidement délégué à la fonction de porter ce qui était déjà emballé sans l'ouvrir. Sa mère apparut le matin avec un gâteau qu'elle avait fait parce que « tu vas avoir besoin d'énergie », et qui n'avait aucun rapport avec le fait que Madame Thérèse avait passé les derniers mois à s'attacher à Henri de la manière silencieuse et irrévocable, qui était la seule méthode qu'elle connaissait pour approuver quelqu'un. Le déménagement prit la journée entière. C'était le genre de processus qui révèle avec précision qui est qui dans un partenariat. Ses affaires à elle étaient organisées et difficiles à désorganiser accidentellement. Ses affaires à lui étaient moins organisées mais étiquetées avec un système qui n'avait de sens que pour lui et qu'elle avait promis de respecter, même sans le comprendre. Il y eut un moment à 14 heures où ils étaient tous les 2 debout au milieu du salon du nouvel appartement, entourés de cartons à moitié ouverts, et aucun des 2 n'était sûr de l'endroit où le canapé devait être placé. Ils restèrent à regarder le canapé pendant 30 secondes en silence. « Contre le mur », dit-elle. « Face au balcon », dit-il en même temps. Ils se regardèrent. « Les 2 choses ne sont pas mutuellement exclusives », dit-elle après une seconde. Il regarda le canapé, le mur, le balcon. « Tu as raison. » Et il alla saisir l'extrémité du canapé sans plus de discussion. Cette demi-heure fut l'une des plus heureuses qu'elle ait vécues depuis des années. Il y avait quelque chose dans la concrétude du problème, dans la solution qui dépendait des 2 en même temps, dans la façon dont il n'avait même pas essayé de faire cela seul, qui rendait le geste du canapé le plus clairement intime de toute cette journée remplie de gestes intimes. En fin d'après-midi, quand l'appartement fut dans un ordre approximatif qui donnerait un résultat après quelques jours d'ajustement, quand les cartons les plus urgents furent ouverts et les autres empilés avec logique, quand le gâteau de Madame Thérèse eût été mangé en entier par 4 personnes. Ayant l'appétit de ceux qui ont travaillé toute la journée, ces 2 amis partirent avec la satisfaction de ceux qui ont vraiment aidé et l'excuse légitime d'une garde qui commençait tôt le dimanche. Ils restèrent tous les 2 sur le balcon, à la fin de la journée devenue dorée et calme, comme Paris le concède parfois, regardant la rue, le tilleul, la boulangerie déjà fermée qui sentait encore le pain de loin. Henri entra un instant. Il revint avec une petite boîte qu'elle n'avait pas vue auparavant, petite en papier craft. Il la posa sur le rebord du balcon devant elle sans rien dire. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une fine chaîne en argent, avec un pendentif qu'elle dut prendre pour bien voir. C'était une petite figure en ambre, travaillée avec soin, ayant la forme d'une tablette rectangulaire avec des détails minimes évoquant indéniablement le formulaire d'une notification d'amende. Elle fixa le pendentif un instant. « Pour ne jamais oublier comment nous nous sommes retrouvés », dit-il. Elle rit. Pas le rire contenu, pas le rire calculé, pas le rire qu'elle utilisait quand elle voulait être amicale sans s'engager. Le rire réel, ouvert, qui venait du plus profond, celui qu'il avait attendu 10 ans pour entendre à nouveau et qu'elle avait oublié qu'il sonnait ainsi quand il n'y avait aucune raison de le retenir. Elle tint le pendentif entre 2 doigts, le regarda et dit « Tu es impossible. »« Mais ça marche, » dit-il. Et la façon dont il le dit, avec cette légèreté spécifique qui portait un poids réel en dessous, lui fit penser au reçu qui était dans la poche de son pantalon, à cette phrase écrite des années auparavant sur un projet qui était devenu quelque chose qu'elle ne saurait nommer de façon plus précise qu'essentielle. Ça marchera un jour.
Elle mit la chaîne autour de son cou sans plus de commentaires. Le pendentif resta là, petit et réel, posé sur le tissu du t-shirt qu'elle avait mis pour le déménagement, parce qu'il était assez vieux pour supporter les accrocs. Ils restèrent tous les deux en silence sur le balcon, avec Paris bourdonnant en bas, avec le tilleul immobile dans l'air calme, avec l'odeur du pain qui avait cessé, mais qu'elle pensait pouvoir imaginer avec assez de précision pour compenser l'absence. Il y avait une chose qu'elle avait voulu dire depuis des semaines, peut-être des mois, qu'elle avait gardée pour le moment où elle serait assez calme intérieurement pour le dire correctement. Ce moment était arrivé. « Je n'ai pas eu besoin de voir les documents », dit-elle d'une voix basse, du ton de quand on dit les choses qui importent vraiment. « Mais je pense que tu sais ce qui m'a convaincu. » Il resta silencieux, attendant. « C'est le gâteau. » Elle fit une pause. « Et le tilleul de la place, et l'évier de ma mère, et le plat sur la gazinière. » Pause. « Et toi restant sur le banc à attendre même si j'aurais pu dire non. » Autre pause, plus longue. Ce n'était pas une chose immense. C'était une accumulation de petites choses que personne ne fait quand il fait semblant. Il resta court un instant. Quand il parla, sa voix était plus basse que d'habitude. « Je n'ai jamais été douée pour faire semblant. »« Je sais, » dit-elle. « Je l'ai toujours su. » Le silence qui suivit n'était pas vide. C'était le genre de silence qu'on habite, qu'on reconnaît, qui est exactement aussi long qu'il doit l'être. Paris continuait de faire son bruit. Le tilleul resta immobile. Et sur le balcon de l'appartement de Montreuil, au 12e mois d'une histoire qui avait commencé par une amende de circulation, deux personnes qui n'étaient plus celles qu'elles avaient été et qui étaient encore entièrement celles qu'elles avaient été, arrivèrent enfin au même paragraphe en même temps, en mécénas. Il existe un type de stabilité qui n'est pas de l'inertie. C'est celui qui ressemble à l'équilibre, mais qui a des racines, ce qui est différent. L'inertie est la chose qui reste parce qu'il n'y a pas de force pour la mouvoir. L'équilibre avec racines est la chose qui reste parce qu'elle a choisi de rester chaque jour avec la conscience qu'elle pourrait ne pas rester. Agathe reconnaissait cette différence. Elle avait vécu l'inertie pendant des années après sa disparition, une vie construite sur la fermeté de ne pas bouger, de ne pas s'ouvrir, de ne pas risquer de devoir reconstruire à nouveau. Et elle avait découvert, dans les mois qui suivirent leur retrouvailles, que l'équilibre avec Racine avait une texture complètement différente. C'était plus de travail, plus de conversation, plus d'ajustement continu. Et c'était aussi incomparablement plus habitable. Les mois qui suivirent le jour où elle avait dit tout haut ce qu'elle savait depuis longtemps furent des mois d'une normalité qu'elle avait appris à reconnaître comme la forme la plus rare de richesse. Il y avait du travail dur des deux côtés, il y avait de la fatigue réelle, il y avait des nuits où elle rentrait de sa garde sans énergie pour plus que manger et dormir, et il reconnaissait cela sans exiger ce qu'elle n'avait pas. Il y avait des jours où il était absorbé par un problème de l'entreprise qu'il portait en lui en silence, et elle avait appris à reconnaître le genre de silence qui demandait de l'espace par opposition à celui qui demandait une présence. C'était un apprentissage continu, et elle avait découvert que ce genre d'apprentissage était complètement différent de celui qu'on fait dans une salle de classe ou dans une école de police, car le critère d'erreur n'était pas externe. C'était seulement ce qui marchait, et ce qui ne marchait pas entre deux êtres humains spécifiques qui avaient décidé, jour après jour, que cela en valait la peine. Un dimanche d'août, il y eut un déjeuner qu'elle avait anticipé avec la conscience qu'il serait significatif sans pouvoir prévoir exactement pourquoi. Elle avait invité, pour la première fois en même temps, Madame Thérèse et Martin Stein. L'idée venait d'elle. Elle n'avait annoncé à aucune des deux ce qu'elle faisait. Elle n'avait pas monté la rencontre comme un événement. Elle avait simplement dit à sa mère qu'il y aurait un déjeuner à l'appartement le dimanche et qu'il y aurait d'autres personnes, et elle avait dit à Martin Stein un après-midi où elle discutait d'autres choses que si elle n'avait pas de projet le dimanche, il y avait un déjeuner simple à Montreuil. Martin Stein était arrivé en robe décontractée avec une bouteille d'huile d'olive qu'elle avait apportée parce que, selon elle, chaque fois qu'elle allait chez quelqu'un qui cuisinait vraiment, elle apportait de l'huile d'olive. Madame Thérèse était arrivée une demi-heure plus tôt pour aider et était restée à observer Martin Stein pour la première fois avec cette évaluation silencieuse et totale qui était sa façon de connaître quelqu'un. Le déjeuner avait été un pot-au-feu. Pas la version élaborée, pas celle du restaurant, celle de la cocotte minute qui était restée longtemps sur le feu et qui avait parfumé tout l'appartement. Henri avait acheté la viande chez le boucher du quartier la veille et avait passé la matinée dans la cuisine avec Agathe dans un partenariat qui s'était développé organiquement au fil des mois. Elle commandait, il exécutait et ne suggérait aucun changement d'assaisonnement.
Le déjeuner réunit 4 personnes autour d'une table qui en accueillait 6, avec le pot-au-feu au centre, les légumes, la moutarde, le pain frais. Martine Stein s'était servie avec le naturel de celle qui était chez elle, ce qui était exactement ce qu'Agathe avait attendu d'elle. Madame Thérèse avait servi Martine Stein avant de se servir elle-même, ce qui était exactement ce qu'Agathe avait attendu de sa mère. La conversation avait coulé avec cette facilité spécifique qui apparaît quand des personnes de mondes différents se rencontrent sur un terrain neutre et découvrent qu'elles ont plus en commun que le contexte ne le suggérait. Martine Stein avait grandi en banlieue, fille d'immigrés. Elle avait construit sa carrière dans le secteur technologique à une époque où il y avait bien moins de femmes dans ce milieu qu'aujourd'hui. Madame Thérèse avait construit sa vie seule, avec une petite fille et un emploi de couturière. La même énergie de celle qui fait avec ce qu'elle a sans attendre que le chemin soit aplani. Il y avait une conversation entre elles, sur la persévérance et sur le genre de fierté qui n'a pas besoin de public, qu'Agathe suivit de loin avec une attention qu'elle ne voulait pas interrompre. Henri était resté silencieux durant une grande partie de cette conversation, contribuant quand on l'interrogeait, avec la sagesse de celui qui reconnaît quand le moment n'est pas le sien. Agathe l'avait regardé une fois, par-dessus son verre d'eau, et il avait fait un geste discret du menton vers les 2 femmes, ce qui signifiait sans aucune ambiguïté que c'était exactement ce qu'il avait espéré. Après le déjeuner, alors qu'Agathe et Madame Thérèse faisaient la vaisselle avec la complicité domestique habituelle, Martine Stein était restée avec Henri dans le salon à discuter de quelque chose concernant l'entreprise qui avait surgi durant la semaine. Agathe, de la cuisine, pouvait entendre le ton de la conversation sans le contenu, et il y avait quelque chose dans la façon dont les voix interagissaient qui avait la qualité du quotidien réel, pas de la performance sociale. Madame Thérèse essuya la dernière assiette et regarda sa fille avec une expression qui contenait 4 ou 5 pensées à la fois. « C'est une bonne personne », dit-elle, à propos de Martine Stein. « Oui », acquiesça Agathe. « Et lui ?» Pause. « Tu sais que j'ai mis du temps à y croire. »« Je sais, maman. Je garde toujours un œil ouvert. » Elle dit cela avec le ton que Madame Thérèse utilisait quand elle disait quelque chose qui était simultanément une menace et un compliment. Mais l'évier n'a pas fui depuis ce jour-là. Agathe posa les assiettes sur l'égouttoir sans répondre, mais le coin de sa bouche avait bougé de la façon dont il bougeait quand elle préférait ne pas donner à l'autre la satisfaction de s'apercevoir qu'il avait raison. Les mois suivants, il y eut une série d'événements au travail qui l'occupèrent d'une manière qu'elle avait prévue, mais qui arrivaient toujours avec une intensité particulière. La police restructurait des services, il y avait des changements de planning et de responsabilités qu'elle avait demandés depuis longtemps et qui arrivaient maintenant, sous la forme d'une promotion pour la coordination d'une équipe dans le secteur de la circulation. Plus de responsabilités, plus de travail de bureau, moins de terrain, ce qui était un échange qu'elle avait mûrement réfléchi avant d'accepter, car il y avait des parties du travail de terrain qu'elle aimait, avec la spécificité de celle qui connaît la différence entre ce qu'elle fait bien et ce qu'elle aime. Elle avait accepté, et elle avait découvert que la coordination apportait des satisfactions différentes, pas moindres, mais différentes, qui exigeaient d'elle des compétences qu'elle avait développées durant des années de travail et qui avaient maintenant plus de champ pour s'exercer. Henri était resté avec elle le soir où la promotion avait été confirmée d'une façon simple qu'elle avait gardée en mémoire. Il avait fait du thé, 2 tasses, et était resté assis à la table de la cuisine sans faire de discours sur le fait qu'elle le méritait, ce qui était vrai mais n'était pas ce dont elle avait besoin. Il était resté assis de l'autre côté de la table, disponible, et quand elle avait commencé à parler de ce qu'elle ressentait, le mélange de fierté et de deuil pour ce qu'elle allait laisser derrière elle, l'ambivalence qui n'était pas du doute, mais de la complexité. Il l'avait écoutée sans simplifier, sans dire que ce n'était que de la joie, sans dire que ce n'était que de la peur. Il avait écouté la chose entière telle qu'elle était. C'était cela qu'elle avait appris à reconnaître comme de l'amour au quotidien. Non pas les grands gestes, non pas les déclarations, mais la capacité de rester avec la complexité entière de l'autre sans avoir besoin de la réduire. Un après-midi d'octobre, il rentra à la maison avec un air qu'elle reconnut immédiatement comme celui de quelque chose qui était traité intérieurement. Elle avait appris la différence entre le silence d'un problème de travail et le silence d'un problème personnel, qui étaient des registres distincts qu'il utilisait pour porter ses charges internes. Celui-ci était personnel. Elle attendit le dîner, la vaisselle, le moment où ils se trouvaient tous les deux sur le balcon, alors que le jour tombait déjà. Puis elle demanda. Il resta silencieux un instant, puis il dit qu'il était passé par la rue où il avait grandi,
à Montreuil même, à quelques pâtés de maison de là, par hasard lors d'une réunion qui avait eu lieu dans le quartier. Il était passé devant l'immeuble où son père avait travaillé comme gardien pendant 22 ans. L'immeuble était toujours là. Le hall d'entrée était différent, rénové, mais le couloir latéral que son père avait l'habitude de balayer était le même carrelage, la même ombre. Il était resté immobile sur le trottoir pendant un moment, dit-il, sans trop savoir quoi faire de cela. Elle resta silencieuse. « Il t'aurait apprécié », dit-il alors, de la voix de celui qui dit une chose qui est simultanément passé et présent. Pas du genre à être charmé, du genre à respecter, ce qui était le genre le plus important pour lui. Agathe regarda la rue un instant. « Quand tu parles de lui, dit-elle, on voit clairement d'où tu viens. Pas la partie extérieure, pas le PDG, pas l'entreprise. La partie d'en bas, celle qui était restée. » Il resta silencieux, comme s'il pesait ses mots. « C'est ce que je préfère chez toi, dit-elle, cette partie qui est restée. » Il y avait dans la conversation de cette nuit-là une qualité qu'elle reconnut plus tard, quand elle essayait de dormir et que sa tête restait éveillée à faire l'inventaire des choses qui comptaient. Il y avait la qualité de quelque chose qui se complétait, pas qui se terminait, ce qui était différent, mais qui arrivait à un point d'intégrité, comme un cercle qui se ferme non parce que le sujet est épuisé, mais parce qu'il est revenu au centre où il avait commencé. Montreuil. Là où ils avaient tous deux grandi à 10 minutes l'un de l'autre, sans jamais se croiser avant que le croisement ne soit possible. Là où son père gardien avait passé toute sa vie de travail. Là où elle avait appris à faire du vélo sur le trottoir irrégulier, et où elle avait appris que l'indépendance se construisait par petits morceaux qui, additionnés, formaient quelque chose de solide. Ils étaient revenus. Non parce que le passé les tirait, il y avait longtemps que le passé avait cessé d'être le sujet principal, mais parce que c'était le point de départ qui avait du sens. Un endroit sans le poids de l'hôtel particulier d'Auteuil, sans le poids de l'appartement des années dures de chacun. Un endroit qui était véritablement le début de quelque chose qui n'appartenait qu'à eux deux. Une nuit de novembre, elle se réveilla au milieu de la nuit pour l'une de ces raisons inexplicables, pour lesquelles on se réveille parfois, sans bruit, sans alarme, sans motif identifiable. La ville au dehors était plus calme que de jour, mais jamais complètement silencieuse car Paris n'a pas l'habitude de se taire tout à fait. Il y avait la luminosité diffuse venant d'en bas, cette lumière que la ville produit continuellement, qui entrait par la fente du rideau avec la douceur de celui qui ne demande pas la permission, mais qui ne dérange pas non plus. Elle resta allongée les yeux ouverts pendant un moment. Elle entendit la respiration d'Henri à côté, régulière, au rythme de celui qui dort vraiment. Il y avait quelque chose dans ce son qu'elle avait appris à reconnaître comme un ancrage, pas une dépendance, pas une fusion, mais la reconnaissance qu'il y avait quelqu'un là qui choisissait d'être là. Elle pensa au jour où elle avait garé la voiture de patrouille devant le portail en fer forgé, le soleil dans le dos et la tablette à la main, agacée par l'arrogance abstraite de celui qui achète une voiture à 200 000 € et ne paie pas ses amendes. Elle pensa à la façon dont l'air était sorti de ses poumons quand la porte s'était ouverte. Elle pensa aux 10 ans qu'elle avait passés à construire une vie qui fonctionnait, et au désarroi de découvrir que la fondation était légèrement différente de ce qu'elle avait imaginé. Il y avait une chose qu'elle avait apprise tout au long de ces mois qui ne tiendrait dans aucun rapport d'intervention et qu'elle ne connaissait probablement dans aucun document. Que la différence entre l'histoire qu'on se raconte pour survivre et l'histoire qui s'est réellement passée est parfois la différence entre une vie fermée et une vie ouverte. Et que découvrir cela, avec tout le vertige que la découverte apportait, était mieux que de ne pas le découvrir. Le tilleul en bas resta immobile dans la nuit. Paris fit son bruit tranquille, et elle ferma les yeux à nouveau, avec la conscience tranquille de celle qui est, enfin, au bon endroit. Février arriva avec la même chaleur que l'année précédente. C'était le genre de coïncidence que la ville n'annonçait pas, qui arrivait simplement. Le même mois, le même genre de matinée brûlante, le même soleil qui descendait verticalement sur l'asphalte, comme s'il avait la conviction d'être au bon endroit. Agathe l'avait remarqué en se réveillant ce matin-là et en regardant par la fente du rideau la rue en bas. Cela faisait un an exactement, plus ou moins, depuis qu'elle avait garé la voiture devant un portail de fer à Auteuil avec une tablette à la main et la conviction que c'était une notification de routine de plus dans une garde de chaleur. Elle était restée silencieuse un moment sur le bord du lit, avec Henri dormant encore à côté, regardant la clarté du jour arrivant par la fente. Puis, elle s'était levée, avait fait du café et était restée sur le balcon un moment avant que quoi que ce soit d'autre ne commence. C'était un samedi. Elle était de repos.
Il avait un appel le matin avec l'équipe de Paris qui ne durerait pas plus d'1 heure, et ensuite la journée était libre. Elle en était à sa 2e tasse de café quand elle entendit l'appel se terminer et le son de ses pas sur le parquet du salon. « 2 ans, dit-il, apparaissant à la porte du balcon. Il avait oublié ses lunettes quelque part à l'intérieur, ce qui arrivait quand il sortait d'un appel absorbé par une pensée. 2 ans d'entreprise dans 3 pays au même trimestre. L'équipe d'Espagne a atteint ses objectifs. Elle le regarda par-dessus sa tasse. On fait ça avec un café sur le balcon. Il sourit de ce rire ouvert. Il prit sa tasse et but une gorgée comme si c'était la sienne. Elle ne dit rien car elle avait cessé de dire quoi que ce soit à ce sujet depuis des mois. « 1 an, dit-elle, alors qu'il lui rendait la tasse. Il leva les yeux vers elle avec l'expression de celui qui a compris immédiatement. « 1 an, dit-il. » Ils restèrent tous les deux à regarder la rue un instant, avec le tilleul immobile en bas et la boulangerie du coin déjà ouverte, l'odeur du pain arrivant par-dessus le bruit de la ville qui s'éveillait. Il y avait quelque chose qu'elle avait prévu de dire ce jour-là, depuis qu'elle s'était rendue compte que février arrivait. Pas un discours, pas une déclaration formelle, mais quelque chose. Elle avait passé du temps à réfléchir au bon format, ce qu'elle faisait quand le sujet importait. Réfléchir au format avant de parler, car les choses importantes méritaient d'être dites de la bonne façon. « J'ai fait des recherches sur toi cette nuit-là, » dit-elle. Aucune introduction n'était nécessaire, il saurait de quelle nuit il s'agissait. Après le portail, j'ai ouvert le moteur de recherche au poste. J'imaginais bien. Et j'ai regardé la photo de couverture du magazine. Pause. Tu avais le même sourire. Il resta silencieux, attendant. J'étais en colère. Elle dit cela avec l'objectivité d'un rapport. Pas contre toi exactement, contre moi-même. Pour avoir reconnu ce sourire après 10 ans comme si je l'avais vu hier. Je comprends ça. Et après un moment, j'ai repensé à cette ligne dans l'article ancien. Une pause. Sur le produit initial développé pendant que tu accompagnais le traitement d'un proche, c'était juste une ligne, sans drame. Il resta quoi? Des lignes comme ça sont celles qui en disent le plus, dit-elle. Parce que personne ne met une ligne pareille dans un texte pour impressionner. C'est un détail qui entre parce qu'il est vrai et qu'il n'y a pas lieu de le cacher. Henri la regarda un instant avec cette attention totale qu'il réservait au moment où il y avait quoi que ce soit de plus important que ce qui était dit en surface. « Tu me donnais le bénéfice du doute cette nuit-là, dit-il. Je pesais les données, corrigea-t-elle. Il y avait une différence. C'était la seule chose honnête que je pouvais faire. La journée chauffait dans la progression spécifique du février parisien, cette chaleur qui commence de façon tolérable et s'accroît avec la détermination de celle qui a toute la matinée devant elle. Elle resta à regarder la rue, les passants apparaissant au fur et à mesure que le quartier s'éveillait, le marchand ambulant qui s'arrêtait au coin avec son chariot de boissons fraîches et qu'Henri avait découvert au 2e mois de leur installation et dont il était devenu un client assidu. Il y avait une chose qu'elle avait gardée pour ce jour-là. Non parce que c'était un secret, mais parce qu'il y a des choses qui ont leur heure, et elle avait appris à faire confiance à ce sens de l'heure, juste avec la même confiance qu'elle accordait au planning de sa garde. Elle entra, resta un instant dans le salon, revint avec la boîte à chaussures qu'elle avait apportée dans le nouvel appartement avec toutes ses autres affaires. La boîte qui était restée au fond de l'armoire pendant 6 ans dans l'ancien appartement et qu'elle avait mise dans le placard du nouveau sans l'ouvrir depuis le jour du déménagement. Henri, sur le balcon, regarda la boîte avec une expression qu'elle ne parvint pas à qualifier complètement. Elle posa la boîte sur la table du balcon. Elle l'ouvrit. Elle en sortit la serviette en papier pliée avec les gribouillis. Elle en sortit les photos. Elle en sortit le vieux ticket de bus. Elle en sortit le reçu. Il regarda le reçu avec la reconnaissance immédiate de celui qui voit quelque chose de sa propre écriture, d'un temps qui semble appartenir à une autre vie. « J'ai gardé ça », dit-elle. Il n'y avait pas de justification après cela, aucune explication nécessaire. Il n'y avait que le fait nu. Il prit le reçu avec précaution. Il le retourna. Il lut la phrase qu'il y avait griffonnée des années auparavant. « Ça marchera un jour ». L'écriture était plus irrégulière que celle qu'il utilisait maintenant, plus pressée, du genre qu'on produit quand la tête va plus vite que la main. « Tu te souvenais de cette phrase » demanda-t-elle. « Non, mais... » Il resta à regarder l'écriture un instant. « Je me souviens du sentiment, d'être dans cette chambre à 3 heures du matin et de n'être sûr d'absolument rien et d'avoir tout de même la sensation que ça marcherait un jour. » Elle resta silencieuse. « Tu parlais du système, dit-elle, mais j'ai lu cette phrase et j'ai pensé à autre chose. » Il leva les yeux du reçu vers elle. « Je sais, dit-il.
Et il y avait dans sa façon de le dire la clarté spécifique de celui qui ne suppose pas mais confirme. Elle ne dit rien de plus à ce sujet, elle en avait dit assez. Le reste était le silence qui existe après les choses importantes, qui est complètement différent du silence qui les précède. La fête avait été planifiée par des tiers, ce qui était la seule façon pour elle d'accepter qu'il y ait une fête. Elle n'était pas du genre à organiser des célébrations pour elle-même, mais Martin Stein avait pris la décision pour elle, sans la consulter, avec l'autorité pratique de celle qui sait que demander aboutirait à un « ce n'est pas la peine » et que « ce n'est pas la peine » n'était pas la même chose que « je n'en veux pas ». C'était une fête dans l'appartement même, l'après-midi, sans cérémonie et sans liste formelle. Les personnes qui faisaient partie de leur vie avaient leur place. Le brigadier-chef Girard arriva le premier, ce qui était cohérent avec sa façon de traiter tout engagement. La ponctualité comme principe, pas comme courtoisie. C'était lui qui avait jeté l'adresse d'Auteuil sur son bureau en ce mois de février, avec l'expression de celui qui refilait un problème. Il avait clairement traité avec satisfaction ce qui s'était ensuivi, même s'il ne l'avait jamais mentionné directement. « Alors la Lamborghini a eu des conséquences ?» avait-il dit un après-midi en passant sans la regarder, ce qui était la façon dont Girard faisait les observations qu'il jugeait importantes. Fabrice, le directeur technique, arriva juste après avec sa femme et l'énergie de quelqu'un qui était sorti d'un appel à 15 heures et y était encore partiellement. Il avait trouvé le brigadier-chef Girard près du buffet et, pour la surprise de personnes qui connaissaient les deux, ils avaient commencé à discuter de protocoles de sécurité sur la voie publique avec l'enthousiasme de ceux qui ont trouvé quelqu'un parlant la même langue. Madame Thérèse était arrivée avec le gâteau qu'elle avait fait le matin, différent de celui aux pommes. Cette fois, c'était un gâteau au yaourt avec un glaçage au citron qu'elle avait perfectionné seule depuis 20 ans et qu'elle considérait comme sa meilleure contribution à la civilisation. Elle avait posé le gâteau sur la table avec la tranquillité de celle qui sait que ce qu'elle a apporté sera apprécié, car c'était toujours apprécié. Martin Stein était arrivé en robe bleu clair, avec son huile d'olive habituelle, et avait trouvé Madame Thérèse dans la cuisine vérifiant s'il y avait assez de tout, et les deux étaient restés dans la cuisine pendant 40 minutes, avant que quiconque d'autre n'arrive, ce qui était la durée nécessaire pour le genre de conversation qu'elles avaient quand elles étaient seules. Il y en avait d'autres, 2 de ses collègues de la police qui étaient des types de collègues devenant des amis par l'accumulation silencieuse des années. Une amie d'enfance qui vivait en banlieue et qui apparaissait lors des occasions qui comptaient avec la constance de celle qui décide que la distance n'est pas une raison pour l'absence. Un associé minoritaire de l'entreprise qu'Henri avait invité parce qu'il était la personne la plus différente de tous là et qu'il s'intégrait dans n'importe quel environnement avec la facilité de celui qui n'a jamais eu besoin de tribu spécifique pour exister. Agathe resta à regarder la salle pleine depuis la cuisine un instant avant d'y retourner. Il y avait quelque chose dans cette scène qu'elle avait imaginé peut-être en termes abstraits, mais qu'elle n'avait pas calculé concrètement. Les personnes appartenant à sa vie et les personnes appartenant à la sienne étaient toutes au même endroit sans aucune séparation de monde. Il n'y avait pas le côté de l'exécutif et le côté de la policière. Il n'y avait que des gens dans un appartement de Montreuil un samedi après-midi. Elle retourna dans le salon et trouva le brigadier-chef Girard demandant, à voix haute et pour l'amusement général de ceux qui étaient proches, qu'Henri raconte comment cela avait été de recevoir une amende des mains de sa compagne. Il y eut un silence d'attente comique qui se forma rapidement, les gens s'arrêtant pour écouter. Agathe cacha son visage derrière sa tasse de jus. Henri la regarda une seconde avec le sourire qu'elle connaissait par cœur, le franc, l'ouvert, celui qui ne calculait pas ce qu'il montrait. Puis il se tourna vers le brigadier avec le sérieux légèrement exagéré de celui qui va raconter une histoire qu'il n'a aucune honte à dire. 3 amendes impayées et une taxe en retard, dit-il. Elle est arrivée en uniforme avec sa tablette et m'a cité le numéro de ma plaque comme si j'étais un parfait étranger. Une pause pour les faits. Ce qui était techniquement ce que j'étais à ce moment-là. Il y eut des rires. Agathe resta le visage caché derrière sa tasse. « Et alors ?» demanda le brigadier Girard, avec la curiosité légitime de celui qui veut l'arc complet de l'histoire. Et alors j'ai signé la notification, et j'ai dit qu'elle méritait de savoir pourquoi j'avais disparu 10 ans auparavant. Et elle a dit quoi? Henri la regarda. Elle baissa sa tasse. Je suis partie sans répondre, dit-elle. La procédure. Il y eut un rire général authentique, du genre de ceux qui surviennent quand l'histoire est bonne et la narration honnête. Madame Thérèse, de l'autre côté de la salle, avait entendu la version de nombreuses fois,
mais riait avec la même qualité que celle qu'il entend pour la première fois. Car il y avait dans l'épisode quelque chose qu'elle jugeait irréductiblement juste. L'après-midi passa avec la lenteur généreuse des après-midi qui méritent de durer. Il y avait de la nourriture sur la table en quantité que Madame Thérèse avait calculée comme suffisante pour que tous mangent 2 fois, ce qui était son unité de mesure pour tout événement. Il y avait des conversations croisées, des rires venant de différents coins de la salle, la télévision éteinte parce que personne ne l'avait allumée et personne ne l'avait demandé, le son du quartier arrivant par les fenêtres ouvertes avec le naturel de ceux qui y vivent. À un moment donné de l'après-midi, quand le soleil fut descendu suffisamment pour que le balcon soit habitable sans être pénible, Agathe et Henri s'y retrouvèrent, comme s'il y avait une gravité spécifique de cet espace qui les attirait tous deux quand il y avait une pause. C'était là qu'ils étaient toujours, d'une certaine façon. Au début du matin avec le café, à la fin de la nuit avec le silence, c'était l'espace qui était devenu plus le leur que n'importe quel autre coin de l'appartement. Il était appuyé au rebord, elle à côté avec sa tasse de jus. Le bruit de la fête venait du salon par la porte ouverte avec la qualité de fond de scène qui est différente de l'intrusion. « Tu es heureuse », dit-il. Ce n'était pas une question. Elle resta silencieuse une seconde, considérant la chose. Elle avait appris tout au long de cela que « heureuse » était un mot qu'elle utilisait avec plus de précaution qu'auparavant. Non parce qu'elle l'avait remplacé par un autre, mais parce qu'elle avait mieux compris ce que le mot contenait. Ce n'était pas l'état d'absence de problème, c'était une qualité de présence, une façon d'être à l'endroit où elle était avec la totalité de ce qu'elle était. « Je le suis », dit-elle, et c'était vrai avec la précision qu'elle exigeait de tout ce qu'elle jugeait vrai. En bas, le tilleul resta immobile dans l'après-midi de février, avec la chaleur qui ne demande pas la permission et ne l'a jamais demandée. La boulangerie du coin avait sa file d'attente du samedi, plus longue que celle de la semaine, et qu'elle avait appris à calculer les jours où elle avait besoin de pain tôt. Le marchand ambulant était au même point de toujours avec son chariot coloré qu'il avait hérité de son père, selon ce qu'il avait raconté à Henri un après-midi où il s'était arrêté pour acheter et était resté à discuter pendant 20 minutes. La ville ne faisait pas de pause pour rien. C'était sa façon d'être, bruyante, ininterrompue, complètement indifférente aux événements particuliers qui se passaient dans ses appartements et sur ses balcons et ses trottoirs. Mais il y avait une chose que Paris faisait malgré tout, c'était de garder les histoires dans les murs des quartiers, dans le carrelage des couloirs d'immeubles, dans l'asphalte usé des rues qui existaient avant la moitié des gens qui les parcouraient, dans l'odeur du pain d'une boulangerie de coin qui avait été là avant le tilleul, et y serait probablement après. Agathe Olivier, qui avait grandi en banlieue, apprenant que l'indépendance se construit brique par brique, qui avait passé 10 ans convaincue d'avoir surmonté le seul abandon ayant laissé une cicatrice réelle, et qui avait découvert en un février de chaleur implacable que la version de l'histoire qu'elle avait construite pour survivre était plus incomplète qu'elle ne l'avait perçue, se tenait sur le balcon de Montreuil avec le pendentif d'ambre au cou et sa tasse de jus à la main, et la conscience tranquille de quelqu'un qui est arrivé là où il est, sans jamais prétendre que le chemin avait été autre. Henri de Valmont, fils du gardien Monsieur Antoine qui avait balayé le même couloir pendant 22 ans avec la fierté silencieuse de ceux qui connaissent la valeur de ce qu'ils font, qui s'était embarqué pour Boston sans adieu et était revenu à une adresse qui n'existait plus et qui avait construit une entreprise, un nom, une vie, sans effacer de l'un d'eux le jeune homme qui avait griffonné « ça marchera un jour » sur un reçu d'informatique à 3 heures du matin, se tenait à ses côtés, appuyée au rebord, regardant la même rue qu'elle regardait. Le destin, avait-elle décidé durant cette période, avait un humour contre lequel il était difficile d'argumenter. Il avait envoyé la policière qui ne pliait jamais devant le privilège à la porte de l'homme qui avait construit un empire sans oublier d'où il venait. Il avait choisi une amende de circulation et une Lamborghini rouge et 3 notifications en suspens comme le mécanisme d'un retour qui aucun scénariste créatif n'aurait tenté de vendre à un studio, car cela semblait trop spécifique pour être réel. Mais c'était réel. C'était le genre de réel le plus inconvenant et le plus irréfutable, celui qui ne demande pas de croyance, mais arrive simplement. Du salon arrivait la voix du brigadier Girard demandant plus de gâteaux, ce qui était cohérent avec tout ce qu'il avait fait jusque-là. La voix de Madame Thérèse répondant qu'il y en avait assez, qu'elle avait calculé pour que tous mangent 2 fois. Le rire de Martinstein qui était plus détendu que celui qu'elle utilisait au travail. Le son d'une conversation qu'il n'était pas possible de distinguer mot pour mot, mais qui avait la texture spécifique de personnes qui sont à l'aise. Agathe regarda Henri. Il la regardait.
Tout va bien, dit-elle, ce qu'elle disait quand elle était au-delà de tout bien et qu'il n'y avait pas de mots plus précis disponibles. Tout va bien, répondit-il, sur le même ton, pour la même raison. Et ils restèrent ainsi, tous deux sur le balcon, avec Paris entièrement elle-même en bas, et la fête entièrement elle-même à l'intérieur, et le silence entre eux deux qui n'était pas du tout du silence, mais la chose qui restait quand il n'y avait plus rien qui dût être dit, parce que cela avait déjà été dit, et ressenti, et vécu, et choisi, jour après jour, avec la pleine conscience que choisir est le seul amour qui dure. Si cette histoire vous a touché d'une façon que vous n'attendiez pas, si à un moment donné vous avez senti votre cœur se serrer sur un banc de square ou sur un balcon d'appartement, ou au moment où elle a pris le vieux reçu au fond d'une boîte, alors vous savez que ces histoires arrivent pour rester. Laissez un j'aime maintenant, car c'est le petit geste qui nous aide à continuer de vous proposer des récits qui comptent. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de ceux qui arrivent, car il y en a beaucoup d'autres à venir. Des histoires d'amour, de recommencement, de gens qui retrouvent le chemin vers ce qui est réel. Et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez, car cette histoire est partie de Montreuil et est déjà arrivée bien plus loin que nous ne l'imaginions. On se voit à la prochaine.